Donc bonsoir à tous. Je vais essayer dans cet exposé de vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de l'état de l'astronautique en général. Donc il y aura plusieurs objectifs. Donc faire un peu l'état de l'art de l'astronautique actuellement, comprendre ce qu'on voit et aussi ce qu'on entend lors d'un lancement spatial. Comprendre pourquoi les voyages spatiaux sont toujours très complexes malgré le fait que ça fait plus de 70 ans qu'on le fait. Et quelques petites astuces des ingénieurs pour contourner certains petits problèmes bien embarrassants. Donc, il y aura grosso modo deux parties. Une première partie sur les orbites, sur la navigation dans l'espace, et une grosse partie sur la propulsion, donc comment fonctionnent les moteurs fusées, qu'est-ce qui les rend plus ou moins performants, quels sont les différents types de carburants et lesquels on choisit en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on va commencer par la partie, la plus difficile parce qu'il y a un peu de maths. Donc on va commencer par définir ce qu'est une orbite. Donc pour ça on va prendre ce qu'on appelle les lois de Kepler, qui ont été énoncées par Johannes Kepler. Donc première loi, ce qu'il a compris, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc une ellipse, donc c'est cette forme-là, et il y a deux foyers. Le cercle est un cas particulier d'ellipse où les foyers sont confondus. L'orbite de la Terre est une ellipse, bien entendu, mais elle est quasiment circulaire, c'est-à-dire que les deux foyers de l'orbite de la Terre sont très proches l'un de l'autre. Pluton, par exemple, a une orbite plus elliptique, les foyers sont plus éloignés. Et d'ailleurs, c'est notamment ça qui a servi à justifier le fait que ce ne soit plus une planète. Donc les orbites sont toutes des ellipses. Deuxième loi de Kepler, des aires égales sont balayées par le rayonnement vecteur joignant le Soleil et la planète en intervalles de temps égaux. Donc ça veut dire que la planète met le même temps à parcourir cette distance-là que cette distance-là, car elles ont les mêmes aires. A et B ont une aire identique. Et c'est notamment ça qui fait que les comètes vont très vite quand elles sont proches du Soleil, et lentement quand elles sont plus loin. Donc là, on a pris des aires qui correspondaient à l'aphélie, donc au point le plus éloigné du Soleil, et au périhélie, le point le plus proche, mais c'est valable avec n'importe quel parcours sur l'orbite. Dès que vous avez des aires identiques, vous savez que ces chemins sont parcourus en des temps identiques. Troisième loi de Kepler, le rapport entre le cube du demi-grand axe A et le carré de la période t de révolution est une constante. Ça, il l'a vite compris en observant les périodes de révolution des planètes et en les comparant à leur distance. Parce qu'à l'époque, les scientifiques, ils aimaient bien chercher des rapports entre toutes les grandeurs. Parce qu'ils disaient que c'est Dieu qui avait fait tout ça. Donc, ils se disaient qu'il y a forcément des rapports d'équivalence entre toutes les grandeurs physiques, non seulement sur Terre, mais aussi dans la sphère céleste. C'est pas vrai. Comment? C'est pas vrai. Mais non, surprise. Et donc, voilà, il a rapidement compris qu'il y avait ce rapport constant entre le cube du demi-grand axe, c'est-à-dire le demi-grand axe, c'est, on va l'expliquer un peu tout à l'heure, ça a un rapport avec la taille de l'orbite. Donc la taille de l'orbite est liée au temps que met la planète à parcourir cette même orbite. Ça, c'est une observation purement empirique. Il n'a rien démontré mathématiquement. Il a juste comparé les deux valeurs. Il a tourné dans tous les sens pour essayer de trouver un rapport. Et il est tombé sur ce rapport. Et il a compris que quand on met le demi-grand axe au cube et la période t au carré, là, on tombe sur un truc fixe. Mais il n'y a aucune démonstration mathématique. C'est juste une observation. Donc plus précisément, une orbite, qu'est-ce que c'est? C'est un point d'équilibre, enfin un état d'équilibre entre la vitesse d'un objet et la force de gravitation auquel est soumis cet objet. Par exemple, la Lune, elle est soumise à la gravitation terrestre, donc elle devrait tomber sur la Terre. Mais sa vitesse fait qu'elle est maintenue en place autour de la Terre, et donc l'orbite correspond à la trajectoire qu'elle va parcourir du fait de cet état d'équilibre. On pourrait comparer ça un peu à un aimant. Si vous jouez avec des aimants, et que vous approchez un aimant d'un autre, les deux aimants vont se toucher. Mais si vous tirez l'aimant
comme ça, et que vous avez un autre aimant derrière, vous tirez trop vite, l'aimant derrière ne va pas suivre. Vous tirez trop lentement, l'aimant derrière va suivre. Mais si vous tirez pile poil l'aimant à la bonne vitesse, le deuxième aimant va rester derrière le premier, sans jamais pouvoir l'atteindre, parce que c'est pareil, sa vitesse le maintiendra dans un état d'équilibre avec la force d'attraction de l'aimant qui le tire. Et bien l'orbite, c'est un peu ça. C'est un état d'équilibre entre vitesse et force d'attraction. Et donc quand cet équilibre est parfait, entre guillemets, on obtient une orbite circulaire. Mais par exemple, les comètes, leur orbite est elliptique parce qu'elles ne sont pas tout le temps au même état d'équilibre. Des fois, elles ont besoin d'aller plus vite ou plus lentement. Donc il y a différents paramètres qui définissent une orbite. Donc le périgée, alors on dit périgée pour géo pour la Terre. Mais périhélie, c'est pareil pour hélios, le Soleil. C'est le point le plus proche de l'orbite du Soleil. Donc périgée, distance... Ah, je me suis bourré d'ailleurs. Oui, et une petite faute. Donc périgée, distance minimale à la Terre. Apogée, distance maximale. Demi-grand axe. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça avait un rapport avec la taille de l'orbite. Donc en fait, le demi-grand axe, c'est la moitié de cette longueur-là, le grand axe. Donc vous coupez en deux, ça vous donne le demi-grand axe. Donc on tombe au centre de l'ellipse. Ensuite, l'excentricité, c'est la grandeur qui caractérise à quel point on est proche d'un cercle ou d'une ellipse. La Terre a une excentricité très proche de 0, parce que c'est quasiment un cercle parfait. Alors qu'une comète aura une excentricité très proche de 1. L'excentricité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc 1, c'est une orbite parabolique, c'est-à-dire que la comète quitte le Soleil et ne reviendra plus jamais, tellement son orbite est elliptique. 0, c'est une orbite parfaitement circulaire. Il me semble que dans le système solaire, c'est Vénus qui est l'orbite la plus circulaire avec 0,0 quelque chose en coefficient d'excentricité. La Terre est un peu excentrique. Par exemple, en janvier, on est à peu près à 148 millions de kilomètres du Soleil, et en juillet à 153 millions de kilomètres du Soleil. Vous voyez qu'il y a quand même 5 millions de kilomètres en différence, mais qui sont très peu par rapport aux 150 kilomètres de distance Terre-Soleil. Donc, notre partie des paramètres importants, c'est le plan orbital. Le plan orbital, c'est le plan sur lequel se trouve l'orbite. Par exemple, dans le système solaire, la plupart des planètes se trouvent sur le même plan orbital. Il n'y en a pas une qui est comme ça et une qui est comme ça. À peu de choses près. Sauf, encore une fois, Pluton, qui est un petit peu penché et qui a servi comme deuxième argument pour la rétrograder au rang de planète naine. Donc le plan orbital, c'est très important. La Lune, par exemple, n'a pas le même plan orbital que la Terre. Sinon, si elle avait le même plan orbital, il y aurait des éclipses à chaque lunaison. Et à cause de ça, ce serait chiant. Et donc à cause de l'inclinaison du plan orbital de la Lune par rapport à celui de la Terre, on a des éclipses assez rarement. Une notion importante, c'est le nœud. Nœud ascendant, nœud descendant. C'est simplement le point où le plan orbital d'une orbite croise celui d'une autre. Donc ici, par rapport au plan orbital de la Terre. Les éclipses ont lieu au moment où la Lune passe au nœud ascendant. Il faut que le moment où la Lune passe au nœud ascendant corresponde au moment où elle passe devant le Soleil. Et donc à ce moment-là, on a une éclipse. Parce qu'on a l'alignement entre le plan orbital de la Terre et le plan orbital de la Lune. Alors, un peu de maths. Une notion importante quand on parle de navigation spatiale, c'est ce qu'on appelle le delta V. Le delta V, c'est la vitesse qu'il faudra acquérir pour changer d'orbite. On a vu tout à l'heure que à chaque orbite correspondait une vitesse. Plus on était loin du Soleil, plus on allait vite. Donc ça veut dire que tout changement d'orbite nécessitera un changement de vitesse. Ce changement de vitesse, on l'appelle delta V en astronautique. Je vous mets l'équation de Tsiolkovsky. Konstantin Tsiolkovsky, il est considéré comme le père de l'astronautique, c'était un scientifique russe. C'est lui qui a imaginé tout le concept de fusée. Donc les moteurs, les fusées à étage, tout ça c'est lui. Et il a notamment donné cette équation, donc le delta V, qui dépend de la vitesse d'éjection des gaz en sortie du moteur, fois le logarithme de masse initiale du vaisseau sur la masse finale. Et c'est ce terme-là qui fait qu'on est obligé de recourir à des fusées à étage, et qu'on ne peut pas avoir une seule fusée avec un seul moteur et un seul étage qui va jusqu'en orbite.
parce que le ratio entre la masse initiale et la masse finale du vaisseau est très important dans le delta V qu'on veut avoir. Et comme on veut que ce soit le plus grand possible, ce delta V, on est obligé d'avoir un très fort ratio entre la masse initiale et la masse finale du véhicule. Et c'est pour ça qu'on a recours à des fusées à étages, pour avoir une masse finale très faible, parce qu'on a largué tous les étages qui servaient à rien. Donc je vous donne quelques delta V de certaines manœuvres spatiales. Une mise en orbite autour de la Terre, ça coûte 9000 mètres secondes au delta V. Une injection en orbite translunaire, c'est-à-dire qu'on est en orbite basse, on va s'injecter vers une trajectoire qui va aller vers la Lune, ça coûte un peu plus de 3000 mètres secondes. Et vous voyez, décollage de la Lune, 1800 mètres secondes. Beaucoup moins important qu'un décollage de la Terre, parce que la gravité de la Lune est beaucoup plus faible, 6 fois plus faible, d'ailleurs on retrouve ce rapport ici. Et donc c'est ce qui fait qu'un décollage de la Lune coûte beaucoup moins cher en delta V. Et c'est pour ça que, lors du programme Apollo, les astronautes ont pu redécoller de la Lune très facilement avec leurs petits modules, parce qu'ils avaient besoin de très peu de vitesse pour s'arracher de la gravité lunaire, alors que, bon, il fallait la Saturn V que j'ai là pour s'arracher à la gravité terrestre. L'ISS, par exemple, du fait des frottements avec l'atmosphère, perd environ 50 mètres secondes de delta V par an. Parce que même à 400 km, il reste encore quelques résidus d'atmosphère qui frottent contre la structure et contre les panneaux solaires de l'ISS, et qui font qu'elle perd un peu de vitesse chaque année, et qu'on doit la rehausser régulièrement en envoyant des cargos qui ont des petits propulseurs. Une autre notion importante pour la navigation spatiale, c'est ce qu'on appelle la trajectoire de Hohmann. C'est une orbite elliptique qui va permettre de passer d'une orbite circulaire à une autre orbite circulaire. Si on est en orbite basse, et que vous voulez par exemple dans une orbite géostationnaire qui est beaucoup plus haute en altitude, et donc on va recourir à cette trajectoire de Hohmann. En fait, on va recourir à cette trajectoire dans tous les transferts. Dès qu'on veut se transférer d'une position à une autre, on a recours à cette trajectoire. Pour se transférer de la Terre à Mars, c'est pareil. Donc là, on a tracé que la première partie de l'orbite, parce que ici on freine et qu'on arrive sur Mars. En fait, si on ne freinait pas ici, eh ben, on retomberait ici, et on aurait une orbite elliptique qui irait entre la Terre et Mars. Et c'est pour ça que les voyages spatiaux sont aussi longs. On ne fait pas Terre-Mars tout droit comme ça. Donc on est obligé de recourir à une trajectoire courbe comme ça, qui nous permet d'économiser du carburant aussi. Et c'est ce qui fait que, du coup, on a toute cette durée de voyage vers Mars qui dure environ 9 mois, alors que si on faisait tac-tac, ça ne durait que quelques semaines. Mais on ne peut pas. Tous les déplacements dans l'espace se font sur des trajectoires courbes. Donc je vous mets un petit exemple. Mettons qu'on ait un satellite en orbite basse à 600 km d'altitude et on souhaite l'envoyer sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. L'orbite géostationnaire, c'est l'orbite où on met exactement une journée à la parcourir. Donc vous savez qu'une orbite basse, l'ISS, qui met 1h30 à faire le tour de la Terre, la Lune est beaucoup plus loin, elle met 28 jours à faire le tour de la Terre. Ça veut dire qu'au milieu, il doit y avoir une orbite particulière où on met exactement une journée à faire le tour de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Et donc cette orbite, elle est très pratique pour certains satellites, notamment satellites de télévision ou d'Internet, où on veut que la parabole n'ait pas besoin de changer d'orientation. Si vous avez une parabole à la maison, elle est toujours orientée dans la même direction, parce que l'installateur l'a orientée vers le satellite qui couvrait votre zone. Et si le satellite ne mettait pas une journée à faire le tour de la Terre, eh bien, il faudrait avoir une parabole motorisée qui suivrait le satellite dans sa course. Mais comme il met exactement une journée à faire le tour de la Terre, vu de la Terre, il a toujours la même position dans le ciel, et c'est pour ça que votre parabole est fixe. Bref, c'est pour ça que cette orbite est très intéressante, et qu'il y a énormément de satellites qui y circulent. Donc mettons qu'on veut y transférer notre satellite. Donc notre satellite, il tourne à une vitesse d'orbite basse de 7,55 km par seconde. Ça fait 28 000 km/h à peu près. C'est la vitesse d'équilibre qui lui permet de compenser tout juste la gravité de la Terre. On va recourir à une trajectoire de Hohmann pour l'envoyer sur une orbite beaucoup plus haute. Pour faire en sorte que cette orbite circulaire devienne une orbite elliptique comme celle-ci, il va devoir pousser dans ce sens, il va devoir accélérer. Parce que la vitesse nécessaire pour être sur une trajectoire de Hohmann comme celle-ci est de 9,75 mètres par seconde. Il va parcourir la moitié de son orbite pour arriver jusqu'au point le plus haut de l'orbite de Hohmann.
puis va réaccélérer dans ce sens pour obtenir une orbite circulaire. Et là, oui, pardon, je voulais dire, la vitesse en ce point-là est beaucoup plus faible que ce point-là, comme les comètes, hein, on est plus loin de la Terre, 1,78 mètres secondes. Km seconde. Et là, la vitesse de son orbite circulaire est de 3,07 km par seconde. Donc au final, si on calcule le delta V total de la manœuvre, première partie de la manœuvre, on se met sur une trajectoire de Hohmann, ça nous a coûté 2,2 km/s en delta V. Deuxième partie, qui nous a coûté 1,29 km/s en delta V. Donc delta V total du transfert d'orbite, on additionne les deux, 3,49 km par seconde. C'est ce que nous a coûté en vitesse ce transfert d'orbite. Donc pour compenser ces forts besoins en delta V, les ingénieurs ont recours à quelques petites techniques, notamment quand on envoie une sonde spatiale vers l'atmosphère, vers une planète qui est une atmosphère, on utilise ce qu'on appelle l'aérofreinage. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on va utiliser l'atmosphère de la planète pour freiner. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ISS freinait un tout petit peu à cause de l'atmosphère de la Terre. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est pour freiner en arrivant vers une planète, on va plonger dans son atmosphère un petit peu, mais pas trop pour ne pas abîmer la sonde, juste assez pour freiner et petit à petit réduire la hauteur de notre apogée pour au final avoir une orbite circulaire. Donc cette technique, elle est utilisée quasi systématiquement, par exemple, quand on envoie les sondes vers Mars. Je vous ai mis là, par exemple, la sonde ExoMars, qui est une sonde européenne qui a été envoyée en 2016, et qui a utilisé cette technique pour freiner. Donc, sur le papier, c'est très bien. Ça a quelques inconvénients, notamment sur la fabrication de la sonde. La sonde doit être plus solide, puisqu'elle doit résister au frottement de l'air, et notamment les panneaux solaires, puisque c'est sur eux que s'exerce quasiment l'intégralité de la force de freinage. Donc, il doit être conçu avec beaucoup d'attention. Donc ça rajoute un peu du poids. Mais au final, ce qu'on gagne en utilisant cette technique compense largement le poids supplémentaire qu'on a mis sur la sonde. Donc des fois, il faut faire attention à cette technique parce que si on plonge un peu trop dans l'atmosphère de Mars, on va trop freiner et on va s'y écraser dessus. C'est notamment ce qui était arrivé à la sonde Mars Climate Lander, Mars Polar Lander, pardon, en 1997. La sonde avait plongé trop profondément dans l'atmosphère de Mars et s'était écrasée sur Mars. Alors l'erreur était due à une erreur de conversion, c'est bête, hein. Le fabricant de la sonde utilisait comme unité pour la pousser des moteurs les unités anglo-saxonnes. Et la NASA utilisait les unités métriques. Donc quand ils ont envoyé la commande à la sonde pour allumer ses moteurs, le logiciel de la sonde a calculé du coup pendant combien de temps il devait allumer ses moteurs, et il les a allumés pendant trop longtemps parce qu'il a fait la conversion, enfin il a oublié de faire la conversion. Les ingénieurs qui ont fait le logiciel n'ont pas fait attention qu'il y avait un problème. Et donc on a beaucoup trop freiné. Et donc toutes les petites corrections de trajectoire qui ont été faites en arrivant vers Mars ont été beaucoup trop fortes. Et donc l'aérofreinage qui devait finir la mise en orbite s'est mal passé, et donc cette sonde s'est écrasée sur Mars. Voilà, donc c'est pas mal. Donc, où est-ce que l'on était? Oui, deuxième technique de triche spatiale, entre guillemets, c'est l'assistance gravitationnelle. Alors ça, c'est génial parce que ça permet de gagner beaucoup en vitesse. Là, on s'en sert plutôt pour gagner en vitesse. L'aérofreinage, c'était pour en perdre. Là, c'est pour en gagner. Ce qu'on fait, c'est qu'on va profiter du passage d'une sonde près d'un objet massif, donc une planète. On va profiter de la gravité de cette planète pour accélérer en passant à côté d'elle. Donc là, je vous ai mis ici une accélération. Vous voyez que quand la sonde passe derrière la planète l'attire un peu dans cette direction, et ce qui fait que ici, quand elle arrive ici, sa vitesse est plus élevée que quand elle était là. Là, vous avez la courbe de vitesse, elle est très élevée quand elle est au plus proche de la planète. Après, elle diminue, mais pas autant que le point de départ, ce qui fait que au final, dans la manœuvre, on a gagné de la vitesse. Donc là, c'est pour accélérer, et quelquefois, on s'en sert aussi pour freiner. Et cette fois, c'est dans l'autre sens. On prend la planète à revers. Alors, une sonde que vous connaissez tous, qui a beaucoup utilisé cette technique, c'est Voyager 2.
Donc là, vous voyez la sonde en violet, qui a utilisé 4 assistants gravitationnels, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et qui a à chaque fois modifié sa trajectoire pour aller rejoindre la planète suivante. Donc là, vous avez le graphique de la vitesse de Voyager 2 en fonction du temps, et vous voyez qu'à chaque fois qu'elle soit une planète, elle acquiert beaucoup de vitesse, puis ralentit, mais pas autant. On a un gap ici qui correspond à la vitesse gagnée. Et donc, c'est comme ça que Voyager 2 a pu économiser beaucoup de carburant et a pu se rendre sur les 4 planètes externes du système solaire en dépensant très peu d'énergie. Et là, vous voyez la courbe en bleu, c'est la vitesse d'échappement du système solaire. Donc, ça veut dire que comme Voyager 2 va plus vite que la vitesse de libération du système solaire, eh bien, elle va quitter le système solaire. Je vais aussi prendre l'exemple de Rosetta, qui est plus récent. Cette fois, c'était pour avoir la même trajectoire que celle de la comète qu'elle visait. Là, vous voyez, tac, la sonde en violet a quasiment la même orbite que la comète. Et ça a été fait pour que, à l'arrivée près de la comète, on ait très peu à utiliser le carburant pour freiner. Donc là, je vous ai mis la photo d'une des assistantes gravitationnelles de Rosetta, qui a été faite en 2007. Et j'aime bien cette photo parce qu'on dirait qu'elle est prise depuis un vaisseau spatial par un astronaute, donc moi, ça me plaît bien. Et les esprits forts me diront, en physique, il n'y a pas de création d'énergie. La sonde va plus vite après l'assistance gravitationnelle, mais comment elle a eu cette énergie? Normalement, une partie du système aurait dû en perdre. Logiquement, la planète qu'elle a survolée aurait dû perdre un tout petit peu d'énergie pour la donner à la sonde, puisqu'on ne peut pas créer d'énergie. Je me suis intéressé au premier survol de la Terre par Rosetta, et qui lui a fait gagner 3,8 km/s en delta V. Et avec la formule qui se trouve facilement sur Internet, on peut calculer l'énergie perdue par la Terre, du fait de ce survol. Alors, je me suis amusé à calculer, et on trouve que la Terre a perdu 3,015 fois 10 puissance moins 17 mètres par seconde en vitesse. Donc, sachant qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, il me semble. Donc on a perdu moins d'un nanomètre seconde de vitesse. Donc techniquement, on pourrait envoyer des milliers de sondes, faire des milliers d'assistants gravitationnels de toutes les planètes du système solaire, qu'on ne les aurait pas ralentis beaucoup. Il ne faut pas le répéter. Oui, ça complète bien. Donc les humains ont un peu modifié la trajectoire de la Terre, un petit peu. Donc je vais m'arrêter là un peu pour la partie navigation, parce qu'après on va rentrer dans des calculs trop lourds. Et je vais passer à la deuxième grosse partie de l'exposé, qui est la propulsion. Et pour ça, je voudrais vous montrer d'abord un reportage qui est fait par la BBC. C'est un docu-fiction qui présente la course à l'espace, qui s'est déroulée entre Américains et Soviétiques dans les années 50 et 60. Donc c'est très juste, ce documentaire est très juste historiquement, mais il y a quelques petites erreurs au niveau technique. Et je voudrais juste vous montrer cette partie du documentaire qui dure une trentaine de secondes et où il y a pas mal d'erreurs techniques dont on parlera juste après. Prêt à la procédure d'essai, mise en route des turbopompes. Préparation à l'allumage du moteur dans 10, 9, 8, 7. À l'intérieur du moteur, la partie la plus importante est la plaque d'injecteur. 2, 1. Elle procède au mélange des carburants liquides par des milliers d'orifices minuscules. Voilà, donc cette partie documentaire présentait les essais au sol du moteur F1 de la fusée Saturn V, que vous avez ici. Ça, c'était au début des années 60. Et donc, on voit notamment dans le documentaire qu'on a l'impression que le carburant tombe simplement par gravité dans le moteur, et qu'il n'y a rien pour le mettre sous pression, ni pour l'amener. Donc ça, c'est une première erreur. Et deuxième erreur, on voit que c'est une étincelle qui met le feu au carburant. Comme dans les voitures, en fait. Et on verra dans cet exposé pourquoi ce sont deux grosses erreurs, et que c'est pas du tout ça dans la réalité, et que c'est beaucoup plus complexe. Mais pour ceux qui aiment le côté historique, ce documentaire est très bien et je vous le recommande. Bref, on va parler de quelques fusées
On va parler de quelques fusées légendaires dans cet exposé. Donc tout d'abord la fusée russe Soyouz, qui est un peu la doyenne puisqu'elle est utilisée depuis 1957. Elle a été tirée à peu près 2000 fois depuis 70 ans. Et donc elle a pas mal de trophées à son actif. Donc Sputnik c'est elle, Laika c'est elle, Yuri Gagarin c'est elle. Tous les vaisseaux Soyouz qui vont ravitailler la station spatiale, c'est elle aussi. Donc elle a été modernisée plusieurs fois, mais elle est toujours très utilisée aujourd'hui. Et comme elle est extrêmement fiable, eh ben, elle est encore très demandée, puisqu'elle a, comme j'ai dit, plus de 2000 tirs à son actif. Ensuite, la Saturn V que je vous ai amenée là, donc en Lego. Depuis 1600. Depuis 1600, elle marche. Il regarde. Ah, merde. Quel neuf qui est tombé. Elle a foutu sur lui. Ah, mais c'est neuf qui s'est tombé. Elle a foutu sur lui. Pas mal, tu vois. C'est Galilée qui l'a faite. Donc, Saturn V, qui a été pendant longtemps, jusqu'à très récemment, la fusée la plus puissante construite par l'homme, qui a été dépassée par la fusée Starship de SpaceX en 2021. C'est elle qui a servi à envoyer des astronautes sur la Lune. Donc il fallait une puissance pareille pour envoyer autant de charges. La navette spatiale américaine, qui a été utilisée pendant plus de 30 ans, la NASA voulait faire on avait marre de dépenser un pognon dingue dans des fusées jetables, et s'était mis en tête de faire des fusées réutilisables. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était plus ou moins un fiasco, mais bon, je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ariane 5, notre Cocorico, notre fusée franco-européenne, qui a tiré sa révérence l'année dernière. Et enfin la Falcon 9 de SpaceX, qui est aujourd'hui toujours utilisée. Donc on va beaucoup parler de Saturn V et de Ariane 5 parce que j'ai trouvé beaucoup de documentation, et surtout pour Ariane 5, de la documentation en français, ça c'est bien. Donc on va beaucoup en parler. Donc première chose à savoir, on va retourner encore une fois dans le passé, pour expliquer un peu le fonctionnement des moteurs. L'objectif du moteur, c'est de faire gagner beaucoup de vitesse à un objet, donc pour nous, un satellite ou une fusée. Pour ça, on utilise le principe de Levy Newton, qui nous dit que l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions des deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. C'est ce qui fait notamment qu'un canon qui tire va reculer un peu, parce qu'il a éjecté une forte masse avec beaucoup de vitesse vers l'avant. Donc lui, il recule un petit peu vers l'arrière, mais comme sa masse est beaucoup plus grande que le boulet, il recule très peu. Et c'est notamment aussi ce qui fait qu'un ballon de baudruche que vous laissez ouvert, il va s'élancer vers l'avant, parce qu'il va larguer tout l'air sous pression derrière lui. Donc la force de poussée qu'on crée lorsqu'on éjecte une masse peut se calculer. Elle est égale à la masse fois la vitesse d'éjection. Et c'est sur ce principe que se basent tous les moteurs à réaction. Donc par exemple, un bateau projette beaucoup d'eau vers l'arrière, c'est ce qu'il fait avancer par réaction, et un avion projette de l'air en arrière, c'est ce qu'il fait avancer. Donc il y a deux principaux types de moteurs à réaction. Ceux où la matière expulsée vers l'arrière est préalablement absorbée par l'engin, puis accélérée, c'est le cas d'un avion. Un avion, l'immense majorité de la matière qu'il expulse de ses réacteurs, c'est pas du kérosène, c'est de l'air. Il y a un peu de kérosène qui a brûlé, qui a servi à compresser l'air et à la réchauffer pour lui faire gagner plus d'énergie, mais 90% de la matière qu'éjecte un avion, c'est de l'air qu'il a absorbé dans la soufflante juste avant. Et il y a ceux qui projettent une matière qui était intégralement stockée dans l'engin. C'est le cas d'une fusée. Et on est obligé de la stocker dans l'engin pour une fusée parce que, comme on va dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc on est obligé d'emmener le carburant et le comburant avec nous. Alors que dans un avion, on a juste du kérosène et pas d'oxygène. Dans une fusée, on emporte tout avec nous. Donc maintenant, la force de poussée d'un moteur fusée, donc un moteur qui propulse une fusée, peut se calculer ainsi. Donc, vous avez vu, on a mis un petit point sur M, c'est pour dire que c'est la variation de la masse. C'est la masse qu'on éjecte par seconde, puisque un moteur, c'est pas comme un boulet qu'on jette, c'est continu le fonctionnement. Donc on rajoute ce petit point. Donc la vitesse d'éjection des gaz, et ce terme-là, qui dépend de la taille du moteur et de la pression, on va voir juste après. Mais ce terme-là, en fait, il vaut pratiquement que dalle face à celui-là. Donc la poussée dépend principalement de la quantité de gaz éjecté
et de leur vitesse. Donc ce terme-là, il correspond ici donc, à l'air de sortie du moteur, qui est... Hop, voilà, ça c'est l'air de sortie du moteur, multiplié par la pression extérieure, moins, enfin la pression d'éjection, moins la pression extérieure. Donc c'est pour ça que, enfin c'est dû au fait que si la pression à sortie du moteur est un peu supérieure à la pression de l'air, le moteur va appuyer un petit peu sur l'air et ça va créer une petite poussée supplémentaire pour le moteur. Mais gardez à l'esprit que ce terme-là, il vaut pratiquement rien. Et pour la petite histoire, ça c'est le moteur SSME de la navette spatiale américaine qui était sur banc d'essai. Hop, là. Tac. Alors, un truc intéressant, c'est que on s'imagine souvent que le moteur c'est seulement cette partie-là de la fusée. Ça c'est juste la tuyère, c'est la partie externe du moteur. Le moteur c'est tout ça, et vous avez la tuyère ici. Donc au-dessus du moteur, vous avez plein de composants qui vont servir à alimenter le moteur, à le mettre en température, à procéder à la combustion, à mélanger le carburant dans la chambre de combustion. Donc il faut s'imaginer que derrière la tuyère qu'on voit ici, il y a toute cette partie-là d'ailleurs qui est cachée en noir, qui n'est pas, c'est pas le réservoir ni rien, c'est le reste du moteur qui est caché. Donc on va parler un peu de la tuyère pour commencer. Donc son rôle, c'est d'accélérer les gaz qui sont issus de la combustion. Donc pour cela, on a deux types de tuyères. La tuyère convergente, qui va accélérer les gaz jusqu'à la vitesse du son, jusqu'à Mach 1. Le problème, c'est qu'une fois la vitesse du son atteinte, le comportement des gaz s'inverse. C'est-à-dire que pour accélérer encore plus, il va plus falloir que la tuyère soit convergente, mais qu'elle soit divergente. Donc la tuyère divergente absorbe des gaz qui vont déjà à la vitesse du son en entrée et les accélère encore plus. Ça ne marche pas si les gaz en entrée vont moins vite que la vitesse du son. Donc, si on veut éjecter des gaz très vite, il faut d'abord les accélérer jusqu'à Mach 1 et ensuite les accélérer en vitesse supersonique. C'est pour cela qu'on combine ces deux types de tuyères dans ce qu'on appelle la tuyère de Laval, qui est une tuyère convergente puis divergente. Donc, dans cette section-là convergente, on accélère les gaz jusqu'à Mach 1. Ici, ça correspond au col de tuyère, c'est l'endroit le plus fin. C'est la jonction entre les deux sections. Après, on entre dans la section divergente qui va accélérer les gaz jusqu'à des vitesses supersoniques, dont 3 ou 4000 km/h à peu près, en gros. Donc la tuyère, c'est un peu, faut voir ça comme un convertisseur d'énergie. On a une température et une pression très élevées en entrée de la tuyère ici, à cause de la combustion qui vient d'avoir lieu. Donc les gaz à ce moment-là contiennent beaucoup d'énergie. Donc de l'énergie thermique de par leur chaleur, et de l'énergie cinétique de par leur pression. La pression, c'est l'agitation des molécules, donc quelque part, c'est une énergie cinétique. Et bien la tuyère, son rôle, c'est de convertir cette énergie en une autre énergie cinétique, la vitesse des gaz, mais cette fois plus ordonnée. Les gaz vont tous dans le même sens, c'est pas une agitation comme la pression. Donc là, vous voyez les courbes des différentes grandeurs dans la tuyère. L'accélération est maximale au col de la tuyère, donc c'est bon, on atteint Mach 1. Et vous voyez qu'en échange d'augmentation de vitesse, on sacrifie, entre guillemets, de la pression et de la température. Donc il faut voir un peu ça comme, c'est comme une boîte de vitesse en fait. On convertit une énergie en une autre. Et la tuyère, de par sa forme, optimise cette conversion d'énergie. On pourrait ne pas mettre de tuyère à un moteur à réaction. Ça marcherait. Sauf qu'en sortie, les gaz auraient très peu de vitesse, beaucoup de pression et beaucoup de chaleur. Donc on en tirerait une poussée très faible. Donc la forme de la tuyère de Laval permet d'optimiser et de tirer le maximum d'énergie de la pression et de la température. Un fait intéressant avec les tuyères, c'est que le fonctionnement du moteur est optimal quand la pression de sortie, donc des gaz en sortie de tuyère, est égale à la pression extérieure. Ça veut dire que la tuyère doit être adaptée en pression
puisque la fusée va parcourir différentes altitudes avant d'aller en orbite, donc différentes pressions. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir une tuyère qui fonctionne parfaitement dans toutes les altitudes que va parcourir la fusée. Donc on est obligé de concevoir une tuyère, de faire une moyenne, et d'avoir une tuyère qui est à peu près, dont l'efficacité est à peu près moyenne sur toute la durée du vol. Et c'est ce qui fait notamment que, comme on a fait une moyenne, la pression des gaz en sortie du moteur d'une fusée, quand elle est au sol, elle est inférieure à la pression de l'air. Ça peut paraître dingue, mais la pression ici est inférieure à la pression de l'air qui l'entoure. Parce que la tuyère est optimisée pour une altitude moyenne, qui n'est pas de 0, qui est de quelques kilomètres, où la pression est beaucoup moins forte. Donc là, on a la pression d'air est supérieure. Et on le voit bien parce que la flamme, quand elle sort, elle est un peu écrasée comme ça. Si la pression était identique, elle aurait le même diamètre que le moteur. Mais là, elle est écrasée par la pression de l'air. Et donc, à cause de ce phénomène, les ingénieurs doivent concevoir différentes tuyères selon que telle ou telle partie de la fusée vole plutôt dans la basse atmosphère, haute atmosphère, ou même dans le vide spatial. Dans le vide spatial, la pression est quasiment nulle, donc on doit avoir des énormes tuyères pour avoir la pression la plus faible possible. Ils ne peuvent pas la faire varier. Très bonne question. Il y a certaines fusées ont des tuyères extensibles. Enfin, varier, tu veux dire, au cours du vol, la faire changer de Une fois forme. qu'elle décolle, Ah non, ça non. il la mettrait plus forte en bas et moins forte en montant. Techniquement, ça marche. Les avions font un peu ça. Ils peuvent modifier la convergence de leur tuyère. Quand ils décollent, les avions, ça. Voilà, ils font un peu ça. Mais le problème, c'est que les pressions et les températures en jeu dans un moteur fusée sont telles que ça imposerait des contraintes mécaniques énormes qui ne sont pas possibles d'atteindre. Mais Trop compliqué. des tuyères qui peuvent être, enfin comment dire, il y a des moteurs fusées où quand l'étage est largué, la tuyère peut s'étendre. Donc l'étage précédent est largué et la tuyère de l'étage suivant est étendue une fois dans l'espace parce qu'elle est tellement grosse qu'elle doit être dépliée une fois dans l'espace. Je crois que c'était ça que tu voulais dire, mais non, une tuyère extensible en cours de vol, ça existe pas. Même Elon Musk, il n'a pas fait ça. Non. Donc il n'est pas si fort que ça. Donc un exemple, c'est la fusée Falcon 9. Donc là, vous avez deux photos prises de chacun d'un côté de la fusée. Donc ici, vous avez les 9 moteurs Merlin. Et ici, vous avez un autre moteur qui est aussi un moteur Merlin. C'est le même moteur SpaceX utilise un seul moteur dans toute la fusée. Sauf que ça, c'est le moteur de l'étage qui va voler dans l'espace. Donc, il doit avoir une tuyère beaucoup plus adaptée au vide spatial. Et c'est pour ça que là, on a l'impression que c'est un moteur beaucoup plus gros, mais en fait, c'est le même moteur qui a simplement une extension de tuyère qui a été rajoutée par-dessus le moteur original ici, pour le faire fonctionner dans l'espace. Donc ça, c'est une erreur régulièrement faite par les gens, qui s'imaginent que le moteur du second étage est énorme. Mais en fait, non, c'est exactement le même. Simplement, là, il est en 9 exemplaires, et là, il n'y a pas la place d'en mettre 9. Et j'ai dit tout à l'heure que la flamme de la fusée était écrasée du fait de la pression. Et ça, on s'en rend compte notamment, donc là j'ai pris l'exemple de Saturn V. Donc là, vous voyez, la flamme est un tout petit peu écrasée ici sur les bords. Et dès qu'on va à haute altitude, la flamme devient gigantesque, parce qu'au contraire, la pression ici devient plus grande que la pression de l'air ambiant, et donc les gaz vont se mettre à s'écarter. Et c'est notamment ce qui fait que dans toutes les fusées, on a l'impression que les flammes, quand elles atteignent la haute altitude, sont énormes. C'est simplement parce que les gaz se sont dilatés. Les moteurs ne poussent pas plus fort ici que ici. Simplement, on a une pression ambiante beaucoup plus faible dans ce cas-là. Donc, un paramètre important quand on calcule, quand on conçoit un moteur, c'est ce qu'on appelle l'impulsion spécifique. C'est un peu équivalent au litre au 100 de votre voiture. C'est pour mesurer sa consommation par rapport à sa distance parcourue. Son efficacité, entre guillemets. Une voiture qui consomme 10 litres au 100, son rendement sera beaucoup plus faible qu'une voiture qui consomme 5 litres au 100. On préfère avoir une voiture qui consomme 5 litres au 100 pour les mêmes performances. Donc, pour une fusée, on n'utilise pas le litre au 100, on utilise l'impulsion spécifique. C'est la durée pendant laquelle 1 kg de carburant produit une poussée de 1 kg force.
Donc, plus l'impulsion spécifique, donc on abrège ISP, est grande, moins il consomme de carburant. Parce qu'avec avec ce même kilo de carburant, il peut fournir cette poussée pendant plus longtemps. Cette impulsion spécifique, elle dépend principalement du carburant utilisé, mais aussi des caractéristiques du moteur, on va le voir plus tard. Et elle s'exprime en secondes. Donc un petit exemple, le moteur F1 de la Saturn V, celui-ci, il a une ISP de 265 secondes. C'est-à-dire que vous injectez, si vous donnez 1 kg de carburant à ce moteur, il va pouvoir fonctionner pendant 265 secondes. Le moteur Vulcain sur Ariane 5 a une ISP de 434 secondes. Donc, ce moteur-ci est beaucoup plus efficace. On dure quasiment 2 fois plus longtemps avec la même quantité de carburant. Et cette valeur, là, l'ISP, c'est vraiment le nerf de la guerre en astronautique parce qu'on cherche à avoir des moteurs les plus efficaces possibles. Les ingénieurs s'arrachent les cheveux pour grappiller quelques secondes d'ISP. Et donc, toutes les différentes caractéristiques du moteur sont déterminées de sorte à avoir cette ISP la plus grande possible. Donc ici, la différence est principalement due au carburant utilisé. Le moteur F1 utilise du kérosène, alors que Vulcain utilise de l'hydrogène, qui a une efficacité thermique beaucoup plus grande, mais qui a aussi ses inconvénients, on le verra plus tard. Donc sur cette courbe très intéressante, vous avez l'impulsion spécifique de différents types de moteurs. Donc vous voyez que les turboréacteurs, par exemple le CF6 sur Boeing 747, ont une ISP très grande. Donc on a plusieurs milliers de secondes d'ISP. C'est pour ça qu'un avion, il n'a pas d'énormes réservoirs comme une fusée, il a simplement un peu de carburant dans les ailes. On n'est pas obligé de stocker beaucoup de carburant parce que ces moteurs sont très efficaces. Ensuite, on a le turboréacteur avec post-combustion. C'est notamment le cas des Rolls-Royce Olympus qui étaient montés sur le Concorde. Donc là, on peut aller beaucoup plus vite. Vous voyez ici la vitesse à laquelle on peut utiliser ces moteurs. On peut aller beaucoup plus vite que dans le turboréacteur, mais en échange, on a une efficacité beaucoup moins grande. Et c'est aussi pour ça que le Concorde a été annulé. C'est parce que, après le choc pétrolier, le carburant a commencé à coûter beaucoup plus cher. Et donc, quand vous disiez aux gens que leur billet de Concorde allait coûter 4 ou 5 fois plus cher à cause de sa consommation de carburant énorme, puisqu'on voit qu'on dépasse difficilement les 4000 secondes alors qu'on est à plus de 8000 pour les turboréacteurs classiques, et ben, ça leur foutait un peu mal. Et aussi le fameux accident. Ouais, quand même. Ça aussi, ça y a joué. Ensuite, on a les statoréacteurs. Alors, statoréacteur, ça vient de donc, stato pour statique. C'est un réacteur qui n'a aucune pièce mobile. Donc, vous avez la soufflante, notamment dans le turboréacteur. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout qui bouge. C'est juste une combustion. Ces réacteurs sont très efficaces. Donc, ils peuvent voler très vite. Et c'est notamment ça qui fait qu'on les utilise plutôt sur des missiles qui vont devoir voler très vite. Un inconvénient de ce réacteur, c'est qu'il ne peut pas démarrer à vitesse nulle. Il a déjà besoin d'aller à une certaine vitesse pour démarrer la combustion. C'est pour ça qu'on ne peut pas tellement faire d'avion avec ça, puisqu'il faudrait donc 4 moteurs pour décoller, puis 4 statoréacteurs une fois qu'on a atteint une certaine vitesse, une fois qu'on est en vol. Donc c'est pas tellement rentable. Alors que sur un missile, on est déjà à une certaine vitesse, donc on s'affranchit de ce point faible. Et tout en bas, vous voyez, les moteurs les moins efficaces, c'est les moteurs fusées. On dépasse difficilement les 500 secondes, mais par contre, on peut voler dans des vitesses très différentes, à quasiment toutes les vitesses. Et l'efficacité est constante, quelle que soit la vitesse à laquelle on vole. Donc par exemple, les SSME de l'Agence spatiale qu'on a vu tout à l'heure, ils font partie des moteurs les plus efficaces. Ils sont à plus de 450 secondes d'ISP. Donc voilà, c'est le moteur à hydrogène le plus efficace qu'on ait jamais fait. Donc on va passer maintenant au premier type de propulsion qui est la propulsion solide. Donc cette propulsion elle a été inventée il y a pas mal de temps, au 7e siècle par les Chinois, puisqu'ils faisaient des feux d'artifice. Et ça, le principe n'a pas tellement changé depuis, c'est-à-dire que le carburant est solide, c'est de la poudre à laquelle on met le feu et qui va produire une poussée. Donc là, j'ai mis un exemple, les 2 EAP de la fusée Ariane 5.
Vous voyez, c'est ceux qui font des énormes flammes ici sur le côté, contrairement au moteur Vulcain qui est au centre et qui fait une toute petite flamme. Et donc là, je vous ai pris l'image d'un EAP en cours de fabrication. Donc vous voyez, c'est solide, hein, c'est un peu de la gomme en fait, au niveau de la texture. Et c'est réparti dans un cylindre qui est dans le corps de la fusée. Et donc vous avez la tuyère juste après. Donc comment ça se passe? Donc vous avez ici en orange le carburant. Donc là je vous ai mis une coupe vue de dessus. Donc vous voyez que donc là, on a le carburant sur le pourtour ici, et ici le canal central qui sert à la fois de chambre de combustion et de canal d'évacuation des gaz qui vont parcourir le booster ici jusqu'à être éjectés par la tuyère en bas. Donc en haut, vous avez l'allumeur qui va mettre le feu à toute cette partie de carburant et qui va brûler en s'écartant sur les côtés comme ça. Et donc là, vous avez la surface de combustion en jaune. Donc quand la lumière est mise à feu, la combustion descend très vite. Par exemple, le AP d'Ariane 5 qui fait 30 mètres de haut, il faut 3/10 de seconde pour que la combustion se propage jusqu'en bas. Donc ça se fait assez vite. Donc, je vous ai fait une petite animation pour que vous voyez bien comment ça se passe. Hop. Donc l'allumeur est mis à feu, la combustion se propage jusqu'en bas du booster, et ensuite le carburant va brûler en s'écartant progressivement jusqu'à être totalement épuisé. Voilà. Donc là on a épuisé le carburant et le booster s'éteint. Le fait que ce soit du carburant solide fait que c'est pas très efficace en combustion, mais aussi qu'on ne peut jamais l'arrêter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a allumé l'allumeur en haut, c'est irréversible, on n'a aucun moyen d'arrêter le moteur. C'est pour ça que ça c'est une des faiblesses de la propulsion solide, c'est qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir s'il y a un problème. Le booster continuera de brûler, quel que soit ce qui se passe. Alors là, je vous ai mis un schéma très simplifié là, parce que le canal central, il est circulaire. En fait, il est quasiment jamais circulaire, pour la simple et bonne raison que, si on a donc un canal central circulaire, la surface de combustion à l'allumage n'est pas la même que la surface de combustion à la fin du fonctionnement. Donc là, on a une surface de combustion beaucoup plus grande, donc une poussée beaucoup plus grande, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Parce que déjà que la fusée va s'alléger au cours du vol à cause du carburant brûlé, elle va accélérer plus fort. Si en plus on pousse plus fort parce qu'on a plus de surface de combustion, on va atteindre des niveaux de G énormes et on veut absolument pas ça. Donc en réalité, on choisit ce qu'on appelle une géométrie en étoile. Hop, comme ceci. Donc le carburant est réparti en étoiles dans le booster et je vous ai tracé la surface de combustion ici en jaune. Et donc là, à mi-fonctionnement, donc pour les portions circulaires, la surface s'agrandit, mais pour les portions en étoile ici, la surface a diminué. Donc au final, on se retrouve avec à peu près la même surface de combustion, quelle que soit l'étape du vol. Donc la plupart du temps, on utilise des géométries comme ça en étoile. Mais on peut la choisir en fonction du profil de poussée qu'on veut avoir. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous voyez que dans le cas d'une géométrie circulaire, on a une poussée qui augmente avec le temps, alors qu'en l'étoile, ici, eh bien, on a à peu près la même au cours du vol. Et après, on peut choisir d'autres géométries si on veut. Si on veut par exemple que la poussée diminue, on peut choisir cette géométrie en croix, par exemple. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est une géométrie en étoile, comme celle-ci. Donc maintenant, quel carburant on met dans cette poudre? Donc, ce qui était fait en premier par les Chinois, c'était la poudre noire, qui est simplement du charbon et du potassium, et qui a servi aussi à toutes les armes jusqu'à la fin du 19e siècle, quasiment. Et vous voyez, impulsion spécifique, 80 secondes. Donc, niveau efficacité, on l'a vu mieux. Après, on a aussi les Américains appellent ça les fusées caramel. Les fusées qui utilisent du sucre comme carburant, enfin, du saccharose. Et il y a plein de passionnés de fusées aux États-Unis qui font leur petit modèle de fusée avec du saccharose. Et certains missiles un peu artisanaux, on sait par exemple que
je ne sais plus quel pays, un pays du Moyen-Orient, qui avait fabriqué des missiles avec du sucre. Alors c'est improbable, mais ça marche, puisqu'ils en fabriquaient énormément pour un coût très faible. Et donc, leur part a bien vu parce qu'ils avaient des missiles à très bas coût. Ensuite, plus moderne. Comment plus moderne, on a des... Donc oui, ISP 130 secondes, on gagne un peu là. Les carburants double base qui ont été faits dans les années 60, qui servent beaucoup pour les missiles notamment. Vous voyez, on gagne encore en ISP 235 secondes. Et enfin, les carburants qui sont utilisés dans les fusées modernes, les carburants composites, donc avec de l'aluminium par exemple, pour Ariane 5, où on atteint des ISP de 250 secondes. Et on ne peut pas tellement faire mieux, on est un peu arrivé à la limite de la propulsion solide. On ne pourra pas avoir mieux en termes d'ISP. Les propulseurs solides sont aussi utilisés dans un autre cadre pour aider les propulseurs liquides. C'est le rôle notamment des fusées de tassement. Donc, vous voyez ici un réservoir de carburant liquide. Donc quand le moteur est allumé, les ergols sont plaqués contre l'arrière de la fusée. Donc les pompes sont ici, donc on amène le carburant dans le moteur facilement. Mais si on éteint le moteur, le carburant va se mettre à flotter dans le réservoir, vu qu'on est en apesanteur. Et donc les pompes qui vont aspirer le carburant ici, elles vont aspirer de l'air et ça va casser le moteur. Et donc, pour ça, on utilise des petits propulseurs solides qui s'allument pendant quelques secondes juste après la séparation de l'étage pour plaquer le carburant contre les pompes et permettre au moteur de fonctionner correctement. Je vous ai mis l'image, là, d'un réservoir de carburant. Vous voyez, dès que le moteur s'est arrêté, le carburant se met à flotter. Ça, c'est l'intérieur d'un réservoir d'oxygène de la fusée Falcon 9. Donc vous voyez que si on ne fait rien, le carburant va flotter et ne pourra pas être aspiré par les pompes du moteur. Donc c'est pour ça qu'on utilise les fusées de tassement que vous voyez ici sur le deuxième étage de la fusée Saturn 1B, cousine de la Saturn 5. Donc vous voyez ici ces petits moteurs à carburant solide qui sont allumés donc une fois l'étage séparé. Donc voilà, l'étage est largué et vous voyez tac 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 les fusées de tassement qui sont mises en route pour plaquer les ergols contre le moteur. Et vous voyez, le moteur va s'allumer. Allez, voilà, tac. Et voilà. Et là, on n'a plus besoin des fusées de tassement. Les ergols sont plaqués par le moteur. Et l'étage peut continuer sans pause. Alors, une des faiblesses de la propulsion solide, c'est la manière de fabriquer. C'est qu'ils ne sont jamais fabriqués d'une seule pièce, les boosters solides. Ils ont différents segments, vous voyez, qui sont fabriqués chacun de leur côté et qui sont transportés sur le lieu de lancement et assemblés une fois sur place. Et vous vous doutez bien qu'à la jonction entre ces segments, il y a une fragilité là. Et cette fragilité, c'est notamment ce qui avait causé l'accident de la navette Challenger en 86. Vous avez tous vu cette image de la navette qui a explosé. La commission d'enquête qui a été faite après coup a révélé qu'en fait c'était un joint au niveau des segments qui avait capoté à cause d'une faute de la NASA qui avait stocké la navette trop longtemps dans le froid et les joints n'avaient pas supporté ce froid. Des ingénieurs de la société qui fabriquait les boosters avaient averti la NASA qu'il ne fallait surtout pas stocker la navette dehors par ces températures-là. La NASA l'a fait quand même, et ben on sait comment ça a fini. Et quand les ingénieurs ont remonté un peu les films du décollage, ils sont tombés sur ça, vous voyez. Quelques minutes plus tôt, au lancement, ce petit panache de fumée noire qui s'échappe au niveau d'un segment de la jonction, d'un segment de booster. Et là, je vous mets la vidéo, donc là on est quelques secondes avant l'explosion. Là, ça commence à fuir. Donc, la flamme commence à sortir par là, a fini par mettre le feu. A fini par mettre le feu au réservoir central qui était juste à côté, qui a fini par exploser. Et donc, qui a tué malheureusement les 7 astronautes qui se trouvaient à son bord. Donc voilà, c'est pour ça que la propulsion solide, ça a beaucoup d'avantages. C'est facile à fabriquer, c'est pas trop cher. Mais bon, il y a quand même pas mal de faiblesses dues donc, au joint et aussi au fait qu'on ne peut plus l'arrêter.
Donc, conclusion de la propulsion solide. Facile à concevoir et à fabriquer, parce qu'on n'a quasiment aucune pièce mécanique dans le moteur, c'est simplement de la poudre et une tuyère, on n'a pas de pièce mobile. Peu cher du coup, forcément. Facilement stockable et transportable, parce que les moteurs à carburant liquide utilisent des carburants qui sont stockés à très basse température, parfois moins 200 degrés. Alors que là, c'est de la poudre qui est stockable à température ambiante, donc ça ne pose pas spécialement de problème. Et ça permet d'avoir de très fortes poussées pour pas trop cher. Pour obtenir des poussées, si on prend des moteurs liquides et qu'on va obtenir des poussées identiques aux moteurs solides, c'est très très compliqué et c'est très cher à fabriquer. Donc quand on a besoin d'une forte poussée rapidement, comme par exemple au moment du décollage, on prend des propulseurs solides. Inconvénient peu efficace, on a vu que l'ISP dépassait difficilement les 250 secondes. Dangereux puisqu'on a la combustion impossible à arrêter. Et enfin, détail important, on n'a pas de modulation de poussée. On ne peut pas choisir à quel point, si par exemple on se rend compte qu'on va trop vite, on ne peut pas diminuer la puissance du moteur. La puissance est fixe et elle restera la même, elle dépendra de la géométrie qu'on a choisie. Elle ne peut pas être modifiée en cours de route. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la propulsion liquide. Donc là je vous ai mis un exemple, la photo d'un test du moteur Raptor de SpaceX qui utilise du carburant liquide. Donc ces moteurs sont beaucoup plus complexes à fabriquer et à concevoir. Il y a énormément de pièces différentes. On va avoir un peu tous les composants qu'on voit ici, voir un peu comment ils marchent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces moteurs sont plus efficaces au prix d'une complexité énorme dans la conception et dans la fabrication, et dans l'utilisation aussi. Donc quels carburants sont utilisés dans ces moteurs? Alors, je vais parler ici de famille de carburants, et après on s'intéressera aux carburants particuliers. Donc première famille, les ergols classiques. Donc dans la réaction chimique, on a A plus B plus source d'énergie égale C plus D. Donc c'est ce qui est utilisé dans la plupart des fusées. On a aussi des ergols qu'on appelle hypergoliques. Alors eux, ils n'ont pas besoin de source d'énergie pour réagir. Ils entrent en combustion spontanément dès qu'ils entrent en contact. Il n'y a pas besoin ni d'étincelles, ni de flammes, ni de chaleur, ni rien du tout. C'est utilisé pour certaines fusées, mais aussi surtout pour les missiles. Pourquoi? Parce que pour une fusée, on n'est pas spécialement pressé. C'est-à-dire, le remplissage des réservoirs d'une fusée, ça prend plusieurs heures, mais on s'en fout, on prévoit le lancement de sorte à anticiper ces 2 heures. Un missile qui transporte une bombe nucléaire, il faut qu'il soit prêt à tirer à n'importe quel moment. Si on est menacé par un pays, qu'on veut tirer le missile, mais que les ingénieurs disent « Ah, il faudra 4 heures pour remplir le réservoir de carburant », ça la fout mal. Donc il faut que les carburants de ces missiles puissent être stockables facilement et puissent être remplis facilement. Et donc ça implique d'utiliser ces ergols qui peuvent être stockés très facilement à température ambiante, contrairement aux ergols classiques. Et donc c'est pour ça que par exemple les missiles interbalistiques qui transportent des bombes nucléaires utilisent ce genre de carburant pour être prêts à être tirés dès qu'on appuie sur le bouton, puisqu'ils sont sur leur pas de tir, ils peuvent y rester pendant 10 ans, réservoir rempli, sans aucun problème, donc prêts à tirer. Ensuite, les ergols pyrophoriques, c'est un peu la même chose que les ergols hypergoliques, mais eux, ils ont besoin d'oxygène pour réagir. Et ils sont utilisés notamment pour l'allumage des moteurs fusées, contrairement à la pauvre étincelle qu'on a vue dans le reportage. Et enfin, ce qu'on appelle les mono-ergols, qui servent plutôt aux propulseurs de contrôle d'altitude, donc les petites fusées, par exemple, qu'on voit sur les vaisseaux spatiaux, qui ne servent pas à accélérer ni à freiner, mais simplement à changer d'orientation, comme ça. Et donc eux, ils ont un composant qui réagit et se décompose en 2 autres composants. Il y a quand même besoin d'un catalyseur. Donc ce catalyseur, il ne prend pas part à la réaction. Vous voyez qu'il est présent avant et après, mais ce catalyseur va provoquer la décomposition du composant A. Donc c'est une petite subtilité. Donc on a vu que l'efficacité du moteur, donc son ISP, était très grandement liée à l'efficacité de la combustion du carburant utilisé. Chaque carburant a ses avantages et ses inconvénients, et donc on choisit lequel on utilise en fonction de ça. Donc pour les fusées civiles,
on a principalement ces couples de carburant qui sont utilisés, donc on va les détailler maintenant. Hop. Donc le moteur F1 de la Saturn V utilise le couple qu'on appelle Kérolox, pour kérosène, liquide, oxygène. Alors, on appelle ça kérosène un peu improprement. Les chimistes vous diront que ça s'appelle du RP1. C'est un dérivé du kérosène, mais ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, on va dire que c'est du kérosène. Donc, il offre l'avantage d'avoir une conception assez simple et le stockage du kérosène est assez facile. Il peut être stocké à température ambiante. Il n'y aura que l'oxygène qu'on aura besoin de liquéfier et de maintenir à moins 150 degrés. Mais le kérosène pourra être stocké à température ambiante. Inconvénient, c'est une efficacité assez moyenne. On a vu que le moteur F1 avait 260 secondes d'ISP, c'est pas top. Mais ils offrent un bon compromis entre efficacité et complexité de mise en œuvre. Ensuite, on a le couple Hydrolox, donc pour hydrogène, liquide, oxygène, qui est utilisé notamment par le moteur Vulcain sur Ariane 5. Lui, sa combustion est beaucoup plus efficace. On a vu 435 secondes d'ISP. Par contre, ces moteurs sont beaucoup plus complexes à fabriquer et à utiliser. Les fortes poussées sont quasiment impossibles à obtenir. On a beaucoup de problèmes aussi avec l'hydrogène, non seulement pour le stocker, parce que la température de stockage de l'hydrogène, c'est seulement 20 degrés au-dessus du zéro absolu, moins 250 degrés. Avec une fourchette très fine, hein, c'est moins 250, moins 260. Avant ou après, ça ne marche pas. Et aussi des problèmes d'infiltration, parce que l'hydrogène, comme c'est l'atome le plus petit, il passe à travers tous les autres. Et du coup, ça fait qu'on a des graves problèmes d'infiltration d'hydrogène dans les différents composants du moteur qui sont très compliqués à gérer. Ensuite, le couple Métalox pour méthane-oxygène, qui a été mis en œuvre assez récemment, depuis les années 2020 en fait. Depuis fin, je crois que le moteur Raptor a été testé en 2018, il me semble, pour la première fois. C'était le premier moteur à utiliser du méthane. Donc, ce moteur, il offre une combustion sans résidus. Vous allez dire, on s'en fout. Non, parce que maintenant, on va de plus en plus vers la réutilisation des fusées. Donc, que le moteur reste propre après le lancement, ça devient important puisqu'on va la réutiliser. Et aussi, deuxième avantage, c'est que le méthane, c'est un carburant assez facile à fabriquer. Et notamment, on peut le fabriquer sur Mars. Et donc, comme le monsieur Musk, il veut aller sur Mars, il a choisi une propulsion au méthane parce que le méthane serait facilement synthétisable sur Mars. Inconvénient par contre, une ISP assez moyenne, proche du kérosène, mais un petit peu plus faible. Ensuite, on va parler un peu des ergols hypergoliques. Donc vous savez, ceux qui s'enflamment spontanément dès qu'ils entrent en contact. Alors eux, comme ils s'enflamment spontanément, il n'y a pas besoin de système d'allumage. Donc ça facilite grandement la conception du moteur. Et aussi ça donne un cache de sécurité. Parce que ça fait un organe en moins qui peut tomber en panne. Et c'est pour ça notamment que le module de commande Apollo utilisait ce genre de carburant. Parce que lui, quand il y a 3 hommes et qu'il est en orbite autour de la Lune, qu'il faut retourner sur Terre, et que le système d'allumage tombe en panne, là on perd 3 hommes. Donc le moteur du module de commande est extrêmement critique, et c'est pour ça qu'on a choisi des ergols hypergoliques, parce que ça fait tant de chances de panne en moins, et donc tant de risques en moins de perdre les hommes. Et donc dès qu'il y a un moteur avec une importance un peu critique, c'est la même chose avec le moteur de remontée du LEM. Le module lunaire a un moteur de remontée qui utilise des ergols hypergoliques, parce que là aussi, s'il ne s'allume pas, on est coincé sur la Lune. Le moteur de descente du LEM, celui qui sert à atterrir sur la Lune, n'était pas hypergolique, il n'y a pas besoin, parce que s'il ne s'allume pas, à la limite, on met fin à la mission, et on retourne sur Terre, avec le module de commande. Donc on se fout un peu du fait qu'il s'allume ou pas, on préfère privilégier l'efficacité, puisque s'ils tombent en panne, c'est pas tellement grave. On n'ira juste pas sur la Lune, mais on ramènera les hommes. Donc un autre avantage de ces carburants, c'est donc le stockage facile, puisqu'ils sont stockés à température ambiante, donc nul besoin de faire descendre un réservoir à moins 250 degrés. Inconvénient, ces produits sont hautement toxiques et corrosifs. Donc par exemple, les techniciens qui remplissent les réservoirs de ces engins
dans les salles de fabrication, sont tous équipés d'énormes combinaisons de masques, parce que ça pourrait détruire les poumons d'un homme, hein, ce gaz. Donc j'ai mis ici exemple UDMH, c'est un dérivé d'hydrazine, avec de l'acide nitrique, qui est utilisé dans le moteur Agilis du module Apollo. Donc voilà pour les carburants. On va passer maintenant à la combustion. Donc, la chambre de combustion, c'est le lieu où va avoir lieu la réaction entre comburant et carburant. Cette chambre, elle est composée de plein de petits orifices qui vont faire en sorte de faire une sorte de spray, un spray de carburant et de comburant. Et ça, c'est très important puisqu'il faut que le mélange soit le plus homogène possible dans toute la chambre de combustion. Et c'est pour ça qu'on a recours à, ici, il y a 560 petits injecteurs sur la plaque d'injecteur du moteur Vulcain sur Ariane 5. Donc les motifs des trous sur la plaque d'injecteur sont très importants. Donc celui-là, c'est celui que vous avez eu dans le petit reportage tout à l'heure, c'est celui du moteur F1. Donc sur le moteur F1, vous voyez ces petits motifs là, ici, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été dessinés exprès pour limiter ce qu'on appelle les instabilités de combustion, qui sont les phénomènes de résonance à l'intérieur de la chambre de combustion, et qui avaient donné beaucoup de fil à retordre aux Américains. Quand ils avaient conçu ce moteur, ils en étaient même arrivés à faire exprès de faire exploser le moteur pour voir comment les instabilités de combustion réagissaient dans le moteur. Donc ils ont eu beaucoup de mal à cause de ça. Donc c'est pour ça que le rôle de la plaque d'injecteur est crucial, parce qu'elle permet, c'est elle qui va limiter les instabilités de combustion et qui va faire en sorte de préserver le moteur. Donc une notion importante dans la chambre de combustion, c'est que ici, quand on va avoir une combustion, la pression à l'intérieur de la chambre va être très élevée. Le problème, c'est que les fluides circulent toujours de la pression la plus élevée à la pression la plus basse. Donc ça veut dire que la pression d'alimentation, donc la pression des carburants qui arrivent ici, doit être supérieure à la pression qui règne dans la chambre. Sinon, ce qui va se passer, c'est que le carburant va refluer dans les réservoirs, et là, catastrophe, on casse la fusée. Donc c'est pour ça que la pression d'alimentation doit toujours être supérieure à la pression dans la chambre. Donc pour ça, comment on fait? On a plusieurs techniques. Première technique, c'est la pressurisation par gaz. Donc vous avez les deux réservoirs carburant-comburant là-bas, qui sont mis sous pression par un gaz, souvent de l'hélium. Et donc, dans ce type de moteur, on a juste à ouvrir les vannes, et la combustion se fait naturellement. La pression d'injection des carburants ici est maintenue par le réservoir d'hélium juste ici. Donc ça marche que pour de très petits moteurs. Vous voyez la poussée jusqu'à 30 kN. Oui, au passage, 1 kN, ça fait 100 kg de poussée. Donc 30 kN, c'est une poussée assez faible. L'impulsion spécifique n'est pas terrible, 320 secondes. Donc c'est principalement utilisé pour des petits moteurs d'étage supérieur de lanceur. Donc il y a quelques fusées qui utilisent ça, mais pas beaucoup. Une autre technique, c'est d'avoir recours à des pompes qui vont mettre sous pression le carburant pour l'amener, pour avoir une pression d'injection supérieure à la pression de la chambre. Là, j'ai pas mis le réservoir d'hélium, mais il y est quand même. Sauf que là, il ne sert plus à mettre sous pression, à avoir une pression d'alimentation, mais à simplement avoir une pression ici, vu que les carburants sont liquides, à pas qu'ils s'évaporent. Donc il y est quand même, mais il n'y a pas le même objectif. Donc la première option pour propulser ces pompes, c'est de mettre simplement un petit moteur électrique. Donc ça marche pour des petites poussées, 50 kN. L'ISP n'est pas terrible. Et ça, paradoxalement, même si c'est un concept très simple, ça a été mis en œuvre qu'assez récemment, parce que qui dit moteur électrique, dit batterie derrière, pour l'alimenter. Et les batteries des années 50, c'était pas encore ça. Donc c'est pour ça que ce système n'a été mis en œuvre que par la société néo-zélandaise Rocket Lab, qui fait le lanceur Electron.
et qui a mis cette solution en œuvre depuis 2018. Et c'est la seule fusée qui utilise cette propulsion, parce que ce concept, même s'il a été imaginé il y a longtemps, a toujours été perçu comme impossible du fait de l'énorme poids des batteries qui vont être emballées si on utilisait ce système. Hop, vous voyez, tac, le moteur électrique met en rotation les pompes, on ouvre les vannes, et la combustion se fait comme ça. Donc là, vous avez une image du lanceur électron, donc c'est une petite fusée, vous voyez, par rapport au monsieur qui est à côté. Et donc, elle est propulsée par 9 moteurs Rutherford qui ont un moteur électrique pour propulser des pompes. Donc ça permet un gain énorme en conception et en fabrication, parce que vous allez voir que les autres systèmes où on veut se passer de moteur électrique, ça devient extrêmement complexe. Donc même si on n'a pas des ISP très élevés, ce qu'on perd en ISP, on le gagne en temps et en argent pour la conception et la fabrication. Mais encore une fois, c'est valable que pour des petits moteurs. On va passer maintenant à un truc un peu plus complexe, ce qu'on appelle le cycle à générateur de gaz. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de propulser les pompes par un petit moteur électrique, on va utiliser une partie des ergols du lanceur pour faire tourner une turbine qui va propulser les pompes et qui s'appelle maintenant des turbopompes, puisque mise en route par une turbine. Donc si vous devez retenir qu'un seul cycle de pressurisation, c'est celui-là, puisque c'est celui qui est utilisé dans l'immense majorité des lanceurs, que ce soit le moteur Vulcain, même le moteur F1 de la Saturn V, utilise ce cycle d'alimentation pour ces moteurs. Donc comment ça marche? On ouvre les vannes, le carburant arrive jusqu'à cette petite chambre de combustion qu'on appelle un générateur de gaz. Il porte bien son nom. Son rôle, c'est de générer un énorme flux de gaz qui va faire tourner la turbine qui est juste après. Donc il est simplement là pour ça. Il prend une petite partie des ergols du lanceur, 3% par exemple sur un Ariane 5, mais ça commence à faire, simplement pour faire tourner la turbine qui va alimenter les pompes. Donc une fois que les ergols arrivent dans le générateur de gaz, on les met à feu, ça fait tourner la turbine, et ça permet de pressuriser les ergols ici. Alors ce qui est marrant avec ce cycle, c'est que les gaz qui sortent ici du générateur, eh ben, on doit s'en débarrasser. Donc il doit y avoir une sorte de pot d'échappement sur les moteurs, surtout les moteurs qui utilisent ce cycle. Et donc ces ergols, ces gaz sont perdus, tout simplement. On perd 3-4% des ergols simplement pour alimenter les turbopompes qui mettent sous pression les ergols. Donc ce cycle d'alimentation permet d'avoir des poussées énormes. Donc j'ai mis jusqu'à 8000 kN pour le moment, parce que c'est pas comme le cycle à pressurisation par gaz, c'est pas une limite qu'on a atteinte. C'est que le moteur le plus puissant qu'on ait fabriqué avec ce cycle fait 8000 kN et on pourrait faire plus, c'est pas une limite. Et l'ISP est meilleur jusqu'à 430 secondes, et donc c'est utilisé par, comme j'ai dit, par l'immense majorité des lanceurs. Je vous ai mis ici un exemple d'un moteur qui utilise ceci, le fameux moteur Merlin de la Falcon 9, donc, qui était ici pris en photo lors de tests sur un banc d'essai, et vous voyez le pot d'échappement ici. Donc vous avez le générateur de gaz ici, qui fait tourner les turbines, et les gaz issus de ce générateur sortent et sont jetés par-dessus bord, puisqu'ils sont inutiles. Et cet échappement-là, il se voit notamment ici. Oui, voilà. Tac. Ce panache jaune sur le côté, c'est la sortie des gaz issus du générateur. Ils ne peuvent pas exploser, ils s'enflamment pas. Voilà, là, ils s'enflamment un petit peu parce qu'ils mettent les deux carburant et carburant. Oui. Ils mettent un peu plus de carburant pour pas trop chauffer la turbine. Donc là, on a un excès en carburant, c'est pour ça que ça brûle d'ailleurs. L'excès de carburant va réagir avec l'oxygène de l'air, et c'est ça qui fait qu'on aura cette flamme ici. S'il y avait une quantité identique de carburant et de comburant, on n'aurait pas cette flamme, on aurait simplement un nuage de fumée. On va parler un peu des turbopompes parce que c'est un peu
le nerf de la guerre en astronautique. Donc j'ai pris l'exemple du moteur européen HM7 qui propulse les étages supérieurs des fusées, de toutes les fusées Ariane jusqu'à Ariane 5. Au passage, maintenant ça vous savez à quoi ça sert. Et donc vous voyez donc l'ensemble ici. Donc vous avez l'échappement des gaz qui arrive ici, qui fait tourner la turbine, qui entraîne la pompe à hydrogène liquide qui est là, et avec des engrenages qui vont faire entraîner la pompe à oxygène liquide qui est au-dessus. Alors pourquoi on met les engrenages? Parce que sur mon animation j'ai mis sur le même axe les pompes. Là on met les engrenages parce qu'on a besoin que la pompe à oxygène ne tourne pas à la même vitesse que la pompe à hydrogène. Donc là vous voyez, il met ici ligne basse vitesse pour la pompe à oxygène qui a besoin de tourner moins vite que la pompe à hydrogène. Donc basse vitesse 18 500 tours minute quand même. Et 60 000 pour la pompe à hydrogène. Et donc, paradoxalement, les turbopompes, plus elles sont grosses, moins elles tournent vite. Parce que ça fait une masse énorme à déplacer. Là, c'est un petit moteur. Donc il y a besoin d'une petite turbopompe, pas très puissante, 500 chevaux quand même. Et qui a des pompes qui tournent très vite. Le moteur Vinci, qui va équiper la fusée Ariane 6, a des turbopompes qui tournent à plus de 100 000 tours minute. Donc voilà, c'est pour ça que ces pièces sont très difficiles à concevoir, parce qu'elles atteignent des vitesses et des pressions énormes qui font qu'on a beaucoup de contraintes dans le choix des matériaux. Et c'est pour ça que les turbopompes sont souvent considérées comme les pièces maîtresses d'un moteur et même d'une fusée. Donc là, c'est une petite turbopompe, donc 500 chevaux. Je vous mets celle du moteur Vulcain, donc 21 000 chevaux. Là, on parle bien de la puissance des turbopompes et pas de la puissance du moteur, qui elle est de plusieurs millions de chevaux. Donc 21 000 chevaux, c'est la puissance de 2 rames de TGV à peu près, juste pour mettre sous pression les argoles. Donc, et qui tourne, vous voyez, un peu moins vite, 33 000 tours minute. Mais là, on est sur un gros moteur qui fait 1400 kN de poussée. Donc, c'est un moteur qui était très complexe à mettre au point. Ces fameuses pompes, on les entend parfois, et notamment sur les moteurs F1 de la Saturn V, j'ai trouvé une vidéo de quand il était en test en 1962, où on les entend très bien. Vous allez voir, c'est un petit bruit aigu juste avant l'allumage du moteur. Voilà. Ce petit bruit aigu, c'était les turbopompes qui se mettaient en route dans le moteur. Donc, un des problèmes du cycle à générateur de gaz, c'est que les gaz qui servent à faire tourner la turbine sont jetés par-dessus bord. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est les réutiliser dans la combustion. Donc c'est ce qu'on appelle la combustion étagée. Donc cette fois, le générateur de gaz change de nom, il devient une pré-chambre de combustion, vu que les gaz vont rebrûler après, mais le principe est à peu près le même. Les échappements du générateur vont servir à faire tourner une turbine. Simplement, au lieu d'être jetés par-dessus bord, ils vont être réinjectés dans la chambre de combustion. Donc ici, on utilise une combustion étagée avec une richesse en carburant. C'est-à-dire que ici, on va injecter plus d'oxygène que de carburant. Parce qu'on veut qu'il y ait une toute petite partie du gaz qui sert à faire tourner la turbine. La turbine, on n'a pas besoin que tout l'oxygène brûle. Donc c'est pour ça qu'on crée cette richesse. Oui, donc, les esprits forts me diront, en fait c'est facile ce truc, parce que il suffit de prendre l'échappement, de brancher là, et voilà, on gagne en efficacité et on a une combustion étagée. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Vous vous souvenez que la pression d'injection ici doit être supérieure à la pression de la chambre de combustion. Ce qui veut dire que la pression ici, dans tout cet ensemble-là, doit elle aussi être supérieure à la pression dans la chambre de combustion. Alors que dans le cycle à générateur de gaz, la pression ici, on s'en foutait, puisque les gaz étaient jetés par-dessus bord. Donc ça veut dire que tout cet ensemble-là, turbine, générateur de gaz, doit être conçu pour résister à des pressions beaucoup plus élevées
que dans le cycle à générateur de gaz classique. Et au passage, vu que la pression ici est encore plus forte, la pression ici au turbopompe doit encore être plus forte. Donc tout le moteur doit être revu et doit être conçu pour résister à des pressions beaucoup plus fortes que dans un cycle à générateur de gaz. Grâce à ça, on gagne à peu près 30 secondes d'ISP. Et il a été très peu utilisé, principalement sur les deux navettes spatiales, donc américaine et Energia, la navette russe, qui a malheureusement volé qu'une seule fois, donc elle n'est pas très connue. Donc les Américains utilisaient plutôt la combustion étagée riche en carburant, alors que les Russes utilisaient la combustion étagée riche en carburant. Donc là c'est l'inverse. Au lieu de prendre l'oxygène, on prend de l'hydrogène. Enfin non, on prend l'hydrogène. Donc vous allez me dire que... Oula, oui j'ai pas fait l'animation ça. Hop, voilà. Donc, on a l'échappement qui ici est riche en carburant et qui va rebrûler dans la chambre de combustion principale. Vous remarquez qu'ici, on ne fait plus appel il n'y a plus de tuyaux là. La totalité du carburant passe par la préchambre avant d'être envoyé ici. C'est aussi une grosse différence par rapport au cycle à générateur de gaz. C'est que en générateur de gaz, on avait un tuyau ici. Vous allez me dire, si les Américains font les combustions étagées riches en carburant et les Russes en carburant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux à la fois? Donc là, c'est l'ultime carte des ingénieurs, la combustion étagée à flux complet. Donc là, on a deux préchambres de combustion, une qui est riche en carburant, une riche en carburant. Et les deux vont faire tourner deux axes séparés. Donc, hop, on ouvre les vannes. Tac, voilà, on met le feu aux deux préchambres. Et vous voyez, on a deux sections différentes. On a un échappement riche en carburant qui entre ici, un échappement riche en carburant qui entre ici, et qui réagissent ensemble dans la chambre de combustion. Donc cette technique, elle a été mise en œuvre que récemment par SpaceX dans le moteur Raptor, qui a été testé en 2018. Vous voyez que on atteint une poussée de 2500 kN, j'ai mis pour le moment parce que là aussi, c'est pas une limite qu'on a atteinte, c'est simplement que le premier moteur qui fait ce cycle a atteint cette poussée. Vous voyez pour l'ISP 360 secondes. Alors c'est moins bien que la combustion étagée classique. Ici, c'est principalement dû au fait qu'on utilise du méthane et plus de l'hydrogène. On aurait bien aimé utiliser, si on utilisait de l'hydrogène, on aurait une ISP plus grande. Mais là, les seuls moteurs qui utilisent ce cycle sont des moteurs au méthane, carburant moins efficace, mais qui a ses avantages comme on l'a vu. Donc c'est pour ça qu'on a que cette petite valeur d'ISP. Et il ne faut pas s'imaginer que la combustion étagée à flux complet est moins efficace que les autres. Et donc pour l'instant, il n'y a que le Starship de SpaceX qui utilise ce type de combustion. Donc ça crée pas mal de problèmes, notamment dû au fait que le carburant qui circule dans les turbines ici est beaucoup plus chaud et a une pression beaucoup plus forte. Et ça crée beaucoup de problèmes de réaction, notamment avec l'oxygène. L'oxygène va réagir avec les matériaux qui composent la turbine. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur le choix des matériaux qu'on utilise quand on fait ce type de moteur. Un dernier cycle, qui est un peu de la triche à mon goût, le cycle expanseur. Alors là on n'a plus de générateur de gaz. Simplement ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les ergols qui vont circuler dans la tuyère pour la refroidir. Et donc, comme ils vont circuler dans la tuyère qui est chaude, ils vont se détendre. Et en se détendant, ils vont accueillir de l'énergie qui fera tourner la turbine. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un cycle d'alimentation qui n'a aucun résidu et qui est assez simple en conception. Et on atteint des ISP assez élevés, donc 480 secondes, mais qui permet que des petites poussées. Parce que l'énergie provoquée par la détente des gaz ici, elle est quand même assez limitée. Et donc pour
on utilise ce cycle d'alimentation que pour les petits moteurs. Donc moteur supérieur de lanceurs comme Ariane 5 par exemple. Donc voilà un peu pour les cycles d'alimentation. Maintenant on va parler de comment on allume un moteur, parce que là sur les animations, elles étaient valables qu'à régime établi. Démarrer un moteur comme ça, c'est pas si simple. On va voir pourquoi. Mais juste avant, je voudrais vous montrer une petite vidéo de la navette spatiale. Vous avez probablement déjà vu ces petites étincelles qui étaient mises à feu à la base des moteurs de la navette spatiale au moment d'un lancement. Et vous pensiez peut-être que ces étincelles étaient là pour allumer le moteur. Et bien pas du tout. En fait, elles sont là pour éliminer les résidus d'hydrogène qui auraient pu s'accumuler à la base du moteur pendant les secondes qui précèdent l'allumage. Donc, je vous ai mis un petit... For main engine start. Regardez. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vous voyez, ces étincelles n'ont pas du tout servi à allumer le moteur. L'allumage s'est fait beaucoup plus haut par l'intérieur du moteur. Elles ont juste servi à éliminer les résidus d'ergol. Donc si c'est pas ça, comment ça se passe? Donc là, je vous ai mis un schéma avec tout ce qu'il faut pour comprendre l'allumage d'un moteur. Donc en premier lieu, il va falloir lancer la turbine. Parce que dans le cycle à générateur de gaz, ce qu'on a vu, c'est que le générateur de gaz alimentait la turbine, qui alimentait les pompes, mais les pompes alimentaient le générateur de gaz, du coup ça faisait un peu l'histoire comme l'œuf ou la poule. Donc du coup, qui démarre en premier, les turbines ou les turbopompes? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit réservoir de gaz inerte, donc souvent de l'hélium, qui va juste servir pendant quelques secondes à lancer la turbine pour faire tourner les turbopompes et pour qu'ensuite le moteur soit autonome. Donc c'est ce que j'ai mis là, un propulseur à gaz froid ou parfois un petit moteur à carburant solide, ça se fait aussi. Et c'est notamment, donc c'est ce que vous voyez là-haut, et c'est ce que vous voyez ici par exemple. J'ai mis un exemple, celui-ci, le 3e étage de la fusée Saturn V, où cette petite sphère blanche, c'est une sphère d'hélium qui sert juste à faire démarrer la turbine quand on allume le moteur. Et deuxième chose, dans la chambre de combustion, on n'utilise pas une étincelle comme on l'a vu dans le reportage, mais les ergols pyrophoriques qu'on a vu au début. On en injecte un tout petit peu, juste assez pour mettre le feu aux ergols. Quand je dis un tout petit peu, c'est par exemple, même l'énorme moteur F1 de la Saturn V utilise que 50 centilitres d'ergols pyrophoriques pour mettre à feu son carburant. Donc c'est vraiment en très petite quantité. Donc c'est ce que vous voyez sur les deux réservoirs que vous voyez au centre. Donc comment ça marche? En premier, on ouvre les valves d'ergol pour mettre en température les turbopompes, parce que si elles passent de température ambiante à moins 250 degrés en une seconde, ça va pas être top. Donc on les met en température quelques minutes ou quelques heures avant l'allumage des moteurs. Ensuite, on libère le gaz du propulseur pour lancer la turbine. Grâce à ça, les ergols pressurisés arrivent dans le générateur de gaz, étincelle pour l'allumer, ce qui fait que, hop, maintenant, le générateur de gaz est autonome, on n'a plus besoin du propulseur à gaz froid. Et ensuite, on ouvre les vannes des ergols pyrophoriques pour mettre le feu à la chambre de combustion. Et voilà, on a allumé un moteur. Donc il y a toutes ces étapes juste pour l'allumage. Donc vous voyez que ça fait appel à plein de technologies différentes. On va passer maintenant à une autre difficulté, c'est le refroidissement. Donc avec un moteur à carburant liquide, la tuyère est portée à plusieurs milliers de degrés. Et ça c'est pas bien bon parce qu'il n'y a aucun alliage sur Terre qui peut résister à de telles températures. Donc c'est pour ça que les ingénieurs, quand ils conçoivent leur moteur, doivent prévoir un système de refroidissement. Le premier système de refroidissement qui existe, c'est le plus simple, le refroidissement radiatif. Donc on libère la chaleur de la tuyère simplement par radiation. Donc la tuyère va émettre des infrarouges qui vont libérer la chaleur dans l'espace. C'est notamment le cas de l'extension de la tuyère du moteur Merlin de SpaceX qu'on a vu tout à l'heure,
qui est dans un matériau spécial, en niobium, qui a un point de fusion très élevé. Donc ça, c'est le système le plus simple. On libère simplement la chaleur par radiation. Le deuxième type de refroidissement, c'est le refroidissement ablatif. Donc là, on va mettre un matériau qui réagit à la chaleur et qui se décompose en présence de chaleur. Vous allez me dire, c'est pas bien bon si le moteur se décompose en cas de chaleur. Ce matériau il est simplement mis à l'intérieur des tuyères pour évacuer la chaleur en même temps qu'il se décompose. C'est-à-dire que quand il va se décomposer en fines particules qui vont emporter avec elles, dans le flux de gaz, la chaleur qu'elles contiennent. C'est notamment le cas du moteur RS68. Vous voyez, la flamme est un petit peu jaune, alors que c'est un moteur à hydrogène. Les moteurs à hydrogène ne font pas des flammes très jaunes comme ça. Et bien ce jaune est dû au matériau en décomposition qui évacue la chaleur avec lui. Le problème avec cette technique, c'est que le matériau ablatif, il est souvent mis à l'intérieur du moteur au moment de la fabrication du moteur. Ce qui veut dire que cette technique interdit toute réutilisation. Donc c'est le gros point faible. Ensuite, le refroidissement régénératif. Donc là, on utilise simplement la circulation, comme dans un moteur de voiture refroidi par eau, la circulation d'un fluide pour refroidir le moteur. Et ça tombe bien parce que plus haut, au-dessus du moteur, on a justement des fluides extrêmement froids, le carburant, qui est stocké à moins de 250 degrés, et donc qu'on va faire circuler dans la tuyère. Donc là, j'ai pris le moteur RL10. Vous voyez, vous avez plein de petits stries là. Et ce sont des centaines de tubes à l'intérieur desquels le carburant va circuler. Et donc c'est assez curieux de se dire que à quelques millimètres d'écart, on a de l'hydrogène à moins 250 degrés et les gaz chauds à 3000 degrés issus de la tuyère. Donc là on est ici 20 degrés au-dessus du zéro absolu, ici 3000 degrés. Et donc c'est ce système qui est utilisé dans la plupart des moteurs quand on a des carburants froids. Avec les hypergols par exemple, vu qu'ils sont stockés à température ambiante, un peu plus compliqué. Un autre type de refroidissement, c'est le refroidissement par film. Donc ici, on utilise on n'a pas forcément besoin que le fluide soit très froid, mais on va l'injecter pas entre les parois de la tuyère, mais directement dans la tuyère, mais simplement sur les côtés de la tuyère. Il va circuler sur les côtés ici, et il va éviter que les gaz chauds issus de la combustion soient directement en contact avec la paroi de la tuyère. Et ça tombe bien parce qu'on a justement des gaz pas trop chauds qui sont issus du générateur de gaz, qu'on voulait jeter par-dessus bord, mais qui vont s'avérer utiles ici pour former une sorte de film frais entre la tuyère et les gaz issus de la combustion. Donc quand je dis frais, c'est quelques centaines de degrés quand même, mais c'est toujours ça gagné par rapport aux 3000 degrés des gaz qui circulent ici. Et c'est notamment ce qui est utilisé sur le moteur Vulcain 2. Vous voyez là, on a les sorties du générateur de gaz qui sont regroupées ici dans un tore qui va injecter ces gaz dans la tuyère ici. Et ce procédé est aussi utilisé pour les moteurs F1 de la Saturn V, et ça se voit particulièrement. Donc là pareil, vous avez sortie du générateur et le tore qui répartit les gaz chauds dans la tuyère, enfin les gaz frais dans la tuyère. Et là je vais trouver une vidéo du décollage de Saturn V au ralenti, en gros plan sur le moteur. Et vous allez voir que, voilà, en sortie des moteurs, on a cette espèce de suie noire là. Elle n'est pas brillante comme la flamme qu'on a vue tout à l'heure sur les images de Saturn V. Et bien en fait c'est simplement le film frais qu'on voit ici, le film de gaz frais qui sort des moteurs et qui s'enflamme que quelques secondes, enfin quelques mètres après être sorti du moteur, parce que comme ils sont plus frais que la flamme, ils mettent un peu plus de temps à réagir avec l'oxygène de l'air. Donc c'est pour ça qu'ils mettent 2-3 mètres à réagir avec l'oxygène. Donc, pour conclure sur les moteurs à carburant liquide, en avantage, ils sont très performants. On a de très fortes ISP. La poussée est modulable, il suffit de contrôler la vitesse des turbopompes. On peut l'arrêter en cas de problème, et surtout, il est réallumable. Contrairement au propulseur solide, où une fois que le carburant est utilisé, il n'y a plus moyen de le réallumer.
L'inconvénient, c'est que ces moteurs sont très complexes à fabriquer et à concevoir. Les fortes poussées sont assez difficiles à obtenir et les carburants, on l'a vu, sont stockés à des températures très basses. Donc tout ça, ça fait que les propulseurs solides ont encore leur chance malgré tous les avantages des propulseurs liquides parce qu'ils n'ont pas tous ces inconvénients. Je finis avec le propulseur à gaz froid. C'est un moteur un peu particulier. Il est très peu puissant et il est très peu efficace. Vous voyez, 150 secondes d'ISP. Mais il est très pratique parce qu'on a simplement une vanne. On n'a aucune pièce mécanique, enfin aucune pompe. Et donc ça, c'est utilisé pour les moteurs de contrôle d'attitude des vaisseaux spatiaux, pour les permettre de s'orienter. On n'a pas assez de poussée pour les faire accélérer, mais pour les faire s'orienter, c'est très pratique parce qu'on a juste une vanne à ouvrir, aucune pompe à actionner. Et donc ça peut être utilisé plusieurs dizaines de fois sans problème. Donc vous voyez, on ouvre la vanne et le gaz se détend et est accéléré dans la tuyère. Et ce gaz, c'est souvent soit de l'azote, soit de l'hélium. Vous en avez ici un exemple sur le module de commande Apollo. Donc ils vont par paire de 4. Et donc là, vous avez 4 propulseurs à gaz froid qui permettent au module de s'orienter et de s'arrimer avec le module lunaire notamment. Vous en avez ici aussi sur le nez de la navette spatiale. Ces petits trous que vous voyez là, ce sont les propulseurs à gaz froid pour qu'elle puisse s'arrimer à l'ISS. Et là, je vous ai mis une vidéo du vaisseau Soyouz qui utilise ces propulseurs, vous voyez. Donc là, il est en train de s'arrimer à l'ISS et il utilise ces propulseurs pour corriger un peu sa trajectoire. On va passer maintenant à un dernier type de propulsion, qui est la propulsion électrique. Donc, je fais quelques rappels. Pour les charges électriques, les charges opposées s'attirent, les charges identiques se repoussent comme les aimants, et les particules neutres s'en foutent. Donc, le problème, c'est que les atomes qui composent la matière sont naturellement neutres. Donc, ils s'en foutent. On ne peut pas en tirer quoi que ce soit. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à faire prendre une charge électrique à ces atomes. C'est ce qu'on appelle l'ionisation. Un atome devient un ion lorsqu'il a perdu ou gagné un électron, donc qu'il a perdu ou gagné, qu'il a gagné une charge électrique, soit positive, soit négative. Pour ioniser un atome, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est ça le problème. Pour faire perdre un électron à l'atome, il faut arriver à le percuter avec suffisamment d'énergie, par exemple avec un autre électron qui va à très haute vitesse. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un ion donc, qui réagit aux charges électriques, et comme il réagit avec la charge électrique, il va prendre une vitesse à cause de cette charge électrique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée un champ électrique entre deux grilles, donc une grille négative, une grille positive. Et donc ce champ électrique va faire prendre de la vitesse à l'ion qui est ici. Et donc on peut se servir de ce principe pour accélérer un gaz. Si on arrivait à trouver un moyen d'ioniser un gaz, de le faire passer dans un champ électrique, on pourrait lui faire prendre beaucoup de vitesse et donc faire un moteur, un propulseur avec ça. Le problème, c'est que dès que l'ion va passer à la grille négative ici, qui est propulsé par là, il va être re-attiré par là, vu qu'il est sorti vu qu'il a passé à la grille négative. Donc l'ion, dès qu'il sera sorti, devra nécessairement retrouver sa charge neutre. Hop. Voilà, le champ électrique va accélérer. Donc là j'ai mis l'atome, je me suis trompé, c'est un ion. Donc c'est comme ça qu'on a conçu les moteurs au xénon. Alors pourquoi on met du xénon comme gaz? Parce que c'est un gaz assez neutre qui n'est pas très corrosif pour toutes les autres parties du moteur. Donc ici on a les entrées de xénon et un canon à électrons. Ce canon à électrons va servir à ioniser les atomes de xénon et à leur faire prendre une charge électrique. Une fois cette charge électrique prise, ils vont circuler dans le champ électrique, ils vont prendre beaucoup de vitesse, être éjectés dans ce sens-là, et être neutralisés par un second canon à électrons, moins puissant, juste à la sortie, pour bien qu'ils retrouvent leur charge neutre, après être sortis d'ici.
Oups. Hop. Voilà, donc on ionise un atome. Il va continuer par là, parce qu'il n'a pas le choix. C'est par ici qu'elle est sortie, donc il va continuer dans cette direction. Il va entrer dans le champ électrique. Ça va le faire fortement accélérer. Et il est neutralisé juste après sa sortie par le canon de sortie. Et donc là, vous avez un exemple d'un test de moteur ionique. Donc c'est une technologie qui a été mise en œuvre assez récemment, vous voyez 97, et c'est le premier moteur ionique à avoir été mis au point. Donc les poussées sont très faibles, 0,05 Newton, mais c'est pour ça qu'on utilise 3000 secondes d'impulsion spécifique, donc on est quasiment 10 fois plus efficace que les moteurs classiques qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que vu qu'on a une poussée très faible, on ne peut pas propulser une fusée avec ça. Aucune fusée n'est jamais allée en orbite grâce à un moteur ionique. Par contre, on peut s'en servir pour une fois qu'on est dans l'espace. Je vous ai dit que l'ISS perdait un peu de vitesse chaque année à cause des frottements de l'atmosphère. Ça, c'est typiquement le genre d'application des moteurs ioniques. Un moteur ionique pourrait compenser la faible perte de vitesse due à la présence d'atmosphère pour les satellites en orbite basse. Et on s'en sert aussi pour certaines sondes spatiales, notamment les sondes qui vont explorer les astéroïdes, puisqu'elles ont besoin d'être propulsées longtemps. Et donc, on laisse allumer leur moteur ionique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour arriver à modifier leur trajectoire. Donc, un exemple d'application, c'est la sonde de SMART 1, la sonde européenne lancée en 2003, qui avait seulement un moteur ionique et qui a été utilisé comme démonstrateur technologique. On voulait savoir si c'était possible de naviguer dans l'espace grâce à un moteur ionique. Et donc elle a mis 1 an à atteindre la Lune en faisant plein de petites poussées successives, en allongeant son orbite jusqu'à la Lune, mais avec seulement 60 kg de carburant. Donc ça, c'était une mission de démonstration technologique plus une mission scientifique. Je finis avec un truc qui me semble important, qui est comment on oriente un satellite dans l'espace. Pour ça, on va avoir besoin d'une perceuse. Donc j'aime bien cette image parce qu'elle permet de bien se rendre compte de ce que c'est que le moment cinétique. Le moment cinétique, c'est l'énergie qu'a un solide du fait de sa rotation et de sa masse. Et ça se concrétise notamment quand vous mettez en route une perceuse. Quand vous la mettez en route, donc le mandrin accélère, mais vous ressentez une espèce de force dans le sens contraire sur le poignet. Mais juste au moment où vous démarrez la perceuse, vous sentez que ça fait tac, comme ça. Vous avez une petite force qui s'exerce sur votre poignet, parce que comme le mandrin s'est mis en route, ça a provoqué une accélération contraire sur la perceuse. Et ce phénomène, il se retrouve aussi dans les hélicoptères, par exemple. Donc les pales du rotor tournent à très haute vitesse, ça crée un couple sur l'hélicoptère, et ce couple est compensé simplement par le rotor anti-couple qui ne sert qu'à empêcher que l'hélicoptère tourne sur lui-même à cause de la puissance des pales. Et bien cet effet-là, cet effet de couple, on peut s'en servir aussi pour orienter un satellite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un volant d'inertie, donc un objet assez massif qu'on va faire tourner, qu'on fait tourner par rapport à une base. Et donc, une fois qu'on met en route le volant d'inertie, on va avoir une accélération contraire sur la base. Donc si on mettait ce système dans un satellite, on pourrait orienter un satellite sans avoir besoin de propulseur, simplement en accélérant ou décélérant une roue à l'intérieur. Par exemple, on a ce satellite immobile avec son volant d'inertie à l'intérieur qui tourne à vitesse constante. On souhaite envoyer une commande à ce satellite, on veut qu'il change d'orientation de 45 degrés. Pour ça, on va modifier la vitesse de rotation du volant d'inertie pour le faire tourner dans un sens. Donc on fait accélérer le volant d'inertie, le satellite accélère dans le sens contraire, et une fois qu'on a atteint la position désirée, on ralentit le volant d'inertie, et le satellite devient à nouveau immobile. Et donc on a changé d'orientation de 45 degrés.
Et donc c'est ce système qui est utilisé dans l'immense majorité des satellites pour les orienter parce que ça permet de se passer des propulseurs à gaz froid pour le contrôle d'altitude. On a simplement besoin d'un moteur électrique pour faire tourner le volant d'inertie et des panneaux solaires pour l'alimenter. Donc je vous ai mis ici le travail d'un étudiant qui a expérimenté ce système sur Terre. Donc vous voyez, il a mis 4 roues à réaction sur son système qui est mis sur un coussin d'air pour qu'il puisse bouger facilement. Et donc, hop. Ah, mince. Arrière. Voilà, donc là, il peut faire tourner son système simplement en modifiant la vitesse de rotation de chaque roue à réaction ici. Donc là, il n'y a aucun propulseur, c'est simplement des moteurs électriques qui font changer leur vitesse. Et donc, c'est par ce système que la plupart des satellites s'orientent dans l'espace. Donc, concrètement, comment ça se présente? Alors, vous avez le volant d'inertie ici, et à l'intérieur, le bobinage du moteur électrique. Alors, le moteur et le volant d'inertie ne font qu'un. Et donc, ces roues à réaction, vous les avez sur la plupart des satellites. Là, je vous ai mis l'exemple de 2 roues à réaction sur le télescope spatial Kepler. Mais vous en avez rarement 2, puisqu'il faut bouger notamment les 3 degrés de liberté. Donc, en principe, il en faudrait 3. Mais en réalité, on en utilise 4 pour que, en cas de panne d'une des roues à réaction, il y en ait au moins une autre pour compenser. La roue de secours. Comment ? La roue de secours. C'est la roue de secours, évidemment, la roue galette. Donc voilà, avec 4 roues à réaction, chacune dans un axe bien défini, on arrive à garder 3 degrés de liberté, même en cas de panne d'une des roues à réaction. L'imitation de ce système, c'est qu'au bout d'un moment, les roues à réaction tournent soit trop vite, soit trop lentement, et que le moteur électrique ne peut plus accélérer parce qu'il a sa vitesse de rotation maximale. Et bien malheureusement, on est obligé d'utiliser des propulseurs à gaz froid pour désaturer les roues à réaction, et c'est notamment ce qui est utilisé sur le télescope James Webb, où on utilise des petits propulseurs 4 à 6 fois par mois pour désaturer les roues, puisque lui, comme c'est un télescope spatial, il va se pointer sans cesse vers un objet différent, donc il va fortement utiliser ces roues à réaction. C'est pour ça qu'on a besoin de les désaturer. Voilà, j'en ai fini. Donc, en conclusion, la propulsion chimique, on a vu que ça arrivait un peu à ses limites. On grappille quelques secondes d'impulsion spécifique par-ci par-là en mettant la combustion étagée, avec quelques petites astuces, mais on ne dépassera jamais les 500 secondes d'impulsion spécifique. Problème, comme elle est très puissante, elle produit des fortes poussées, ça reste la seule solution technique disponible pour les lancements orbitaux. On a la propulsion électrique, enfin ionique, qui est une bonne alternative, mais qui est utilisable que dans l'espace, du fait de sa poussée très faible, et on ne pourra jamais faire décoller une fusée avec des moteurs ioniques. Et donc on a vu aussi quelques petites techniques comme l'aérofreinage ou l'assistance gravitationnelle pour parer à ces problèmes. Voilà, je vous mets les sources pour la fin, et j'ai fini. Et comment on va faire en 2035? Les moteurs thermiques seront interdits. Les voiles, Toi, qui a combattu. Oui, les voiles solaires, oui. Ça, j'en ai pas parlé. Les voiles solaires, ça utilise la pression de radiation solaire. Donc le soleil envoie des particules qui occasionnent une pression très faible, mais qui peut être utilisée par des voiles solaires. Donc là aussi, on est sur des poussées très faibles, un peu comme le moteur ionique en fait. Mais à long terme, une voile solaire qui serait accélérée pendant des années par la pression solaire pourrait arriver à voyager dans l'espace. C'est beau. Et c'est classe. Avez-vous des questions? Et le moteur ionique, on ne peut pas l'accélérer, oui. Faire en sorte qu'il soit plus puissant? Ou l'accélérer sur le chemin, quoi. Il n'y a pas une astuce. Comment ça pour accélérer sur le chemin? Bah, quand il sera dans l'espace. Ah, Il y a pas moyen. non, ça pas tellement. Non. On arrive un peu aux limites là aussi.
Moi j'ai une question qui me détendrait bien, si tu es dans les secrets de SpaceX, comment il a fait pour péter 2 fusées énormes là, comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es au courant? J'ai pas suivi ça. Non, non. J'ai suivi un C'est peu. beau, J'ai pas suivi. C'est une méthode de travail un peu héritée des soviétiques, plutôt d'essayer de tester chaque pièce de manière très méticuleuse dans le laboratoire pour être sûr que le machin, au premier départ, ça décolle du premier coup, comme ce que fait la NASA avec, comme a fait la NASA avec le SLS. On assemble tout, comme ça, par rapport à la première idée qu'on a sur le brouillon. Et puis On lance, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah, Ouais. on récupère les morceaux, on regarde ce qui n'a pas marché, on rectifie le tir. Ouais, c'est sympa. Bon, ça a l'avantage, c'est qu'on peut aller plus vite, ça coûte moins cher. Le gros inconvénient, c'est qu'on prend des risques. Que si au décollage ça pète pas au bon moment, ça vous pète à la figure, ça peut. Oui, ça peut. Enfin, c'est qui tout double, quoi. C'est une méthode de travail. Mais j'en avais une. Enfin, là, je demande ton avis. Ça serait quoi finalement le moteur parfait? Je veux dire, quel cycle de fonctionnement, quel type de carburant finalement? C'est quoi le plus, on va dire, plus efficace? Le meilleur carburant, c'est l'hydrogène, c'est celui qui est le plus efficace. S'il devait y avoir un moteur idéal, il serait propulsé à l'hydrogène. Le stockage. Mais le problème, c'est que il y a tellement d'applications différentes qu'on par exemple, on peut pas dire que le moteur ionique, par exemple, soit nul, parce qu'il nous arrange quand même beaucoup dans le cas des sondes spatiales. Donc un moteur parfait serait un moteur qui aurait une forte impulsion spécifique, qui serait simple à concevoir, qui pourrait permettre des poussées fortes, avec des carburants stockables à température ambiante, sans aucune pièce mécanique. Ça commence à faire beaucoup de Et pour la propulsion nucléaire, enfin, le nucléaire, on s'en sert comment? On s'en sert comme une source d'énergie pour le moteur même, ou ça peut être directement utilisé? Non, c'est uniquement pour chauffer les gaz. Enfin, il y avait une équipe qui avait imaginé dans les années 60 de faire exploser plein de bombes nucléaires à l'arrière d'une fusée pour l'accélérer. Mais ça n'a pas donné suite, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, la propulsion nucléaire pour chauffer les gaz, ça pourrait s'envisager.